Le podcast est présenté par Biaformation. Biaformation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parle-moi de santé, vous pouvez utiliser le code rabais Goujon15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à Biaformation pour la confiance et bon podcast. Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode numéro 40, aujourd'hui, on parle de vélo. Donc, on parle de blessures chez le cycliste, de positionnement sur le vélo. Et pour cet épisode, c'est tout naturel pour moi de recevoir Guillaume Coutu, qui est physiothérapeute et qui est également fondateur de la clinique Physio Vélo. Un des physios au Québec, si ce n'est pas la référence en physio au Québec en termes de positionnement chez le cycliste. On parle de prévention de blessures, on parle de régler les blessures et les bobos chez les cyclistes. On parle également de positionnement sur le vélo. Donc, ça ne s'adresse pas seulement à ceux qui font des triathlons Ironman, mais n'importe qui fait du vélo, que ce soit vélo pour le plaisir, vélo de route, de compétition ou amateur ou même professionnel. Cet épisode va assurément aller vous chercher sur certains points. Donc, vraiment un épisode passionnant. Et en plus, on est en plein Tour de France, mois de juillet, et c'est également la saison des Ironman et triathlon. Donc, on est vraiment en plein dans le sujet. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation avec le physiothérapeute Guillaume Coutu. Alright, on est parti. Guillaume Coutu, comment ça va? Ça va bien, Alexis? Good. Très content de t'en recevoir ce matin. Ça fait longtemps qu'on essayait de se faire ça. C'est pas facile tout le temps de trouver des plages horaires communes avec le travail, les enfants de ton côté, déménagement de clinique. Fait que très content de faire cet épisode-là ce matin. Un épisode quand même assez spécialisé. On parle, spécialisé. Il y a beaucoup de monde qui vont se sentir touchés par le sujet d'aujourd'hui. On parle de cyclisme, positionnement sur le vélo, blessures, douleurs chez le cycliste, comment vieillir en santé sur son vélo. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de monde qui font du vélo. On le sait avec la pandémie, en tout cas ici, je ne sais pas si c'est partout ailleurs dans le monde, mais au Québec, les achats de vélos ont explosé. Tout était en rupture de stock. Probablement que tu as eu des problèmes d'approvisionnement à ta clinique aussi. Exact. Fait que c'est quelque chose de très populaire, un peu comme la course à pied. On dirait que ça devient de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de monde qui font du sport, du vélo, de la course. Puis, de plus en plus, la population vieillit en santé. Fait qu'on a de plus en plus de gens plus âgés qui font du sport et, entre autres, du vélo. Fait que, épisode très intéressant. Je te reçois aujourd'hui parce que tu es un vélo geek. Je te laisserai un peu parler de ton parcours, mais tout d'abord, tu es physiothérapeute. Clinicien, tu as développé une expertise assez poussée dans le positionnement du cycliste, surtout ce qui est prévention, évaluation, prise en charge du cycliste, qui est un champ d'expertise assez précis, tu sais, quand on est dans le monde de la physio. Fait que la première question que j'aurais pour toi, c'est comment on devient physiothérapeute qui, au final, finit par voir quasiment une clientèle exclusivement de cyclistes. Tu sais, ça ressemble à quoi ton parcours qui t'a amené là? Ouais. En fait, je suis physiothérapeute, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses avant. Moi, j'ai toujours fait du sport de compétition. J'ai fait de la natation jusqu'à 15 ans. Puis à 15 ans, j'ai arrêté la natation. Je me suis tanné de nager. La natation, c'est très, très, très répétitif. Très répétitif, oui. Mais en même temps, c'est une bonne école, là, parce que c'est quand même ultra technique. Puis si tu fais d'autres sports après, tout est un peu plus diversifié que de nager puis de suivre la ligne noire dans le fond. Fait que, quand j'ai arrêté ça, je me suis acheté un vélo. Ça, c'était secondaire 3 à peu près. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire du triathlon, parce que finalement, je savais nager, je faisais du vélo, il me restait juste à courir. Fait que j'ai fait ça, puis tranquillement, j'ai décidé de travailler dans un bike shop. Fait que j'ai travaillé dans un bike shop de 17 à 19 ans. Puis ensuite, j'ai postulé pour la physiothérapie. Au début, je n'allais pas en physio. Là. J'ai eu un an de latence où est-ce que je pensais rentrer en génie. Je voulais rentrer en génie mécanique pour aller construire des vélos. Ah ouais, hein? Être ingénieur pour construire des vélos chez De Vinci ou quelque chose comme ça. Puis par la suite, dans le fond, j'ai eu une petite illumination, là, puis je me suis dit que j'allais aller en physiothérapie. Parce que je m'étais blessé, j'avais eu des traitements, puis je trouvais ça le fun de travailler avec les gens. J'avais été moniteur de natation, j'aimais ça le contact avec le public. J'ai eu peur qu'en étant ingénieur, j'allais être pris dans un bureau, puis j'aurais pas beaucoup d'interactions sociales, puis j'aurais pas la chance
prendre soin des gens, tu sais, puis d'avoir un contact humain là, à tous les jours, là, de manière quotidienne. Fait que je suis allé en physiothérapie. En physiothérapie, je suis allé à l'Université Laval, principalement parce que c'est le seul endroit où j'ai été pris. Mais aussi, ça donnait bien parce que j'étais sur la liste d'attente à McGill puis à l'Université Laval, mais l'Université Laval, l'avantage, c'est que je savais que je voudrais idéalement peut-être faire du sport-études. Ouais. Fait que j'avais le Rouge et Or, qui était la seule université où tu avais une équipe de triathlon qui était universitaire. Fait que j'ai eu la chance de faire ça. Pendant mes études en physio, j'étais aussi gestionnaire de la coop au roue libre, qui était la coop de vélo, où est-ce qu'on enseignait la mécanique à nos membres, puis où est-ce qu'on faisait de la location de vélo. Fait que j'ai toujours touché au vélo. Là. Avant d'être un gars de vélo, j'ai écouté RPM, rouler avec Pierre Michaud, j'ai écouté tous les trucs d'auto. Fait que j'étais comme un gars de char, je suis ultra geek de voiture, puis je suis devenu tranquillement ultra geek de vélo. J'ai toujours eu cette passion-là. Jouer avec les bébelles, les vélos, tout ça, ça a toujours été une passion. Donc, quand je suis devenu physio, puis je faisais du triathlon, il y avait des gens dans mon club de triathlon qui me disaient, tu sais, quand t'es physio, tu le sais, Alexis, là, il n'y a pas une occasion où quelqu'un te demande pas, tu sais, j'ai mal au genou, qu'est-ce que je fais avec ça? As-tu un bon exercice pour... T'as pas d'informations, puis la réponse, c'est comme j'en ai aucune idée, là, prends rendez-vous, tu sais. Mais il reste que les gens me demandaient, parce que j'avais l'expertise finalement du bike shop et de physiothérapeute, ils se demandaient sur le vélo, j'ai mal au genou, tu sais. C'était comme, déjà, j'avais les deux compétences, et que les gens assumaient que je pouvais comme faire des liens puis finalement peut-être réussir à les aider. Donc moi finalement j'ai fait une maîtrise en santé internationale. Je suis allé à la Baie James faire une maîtrise en santé communautaire. J'ai fait un essai sur la prise en charge du diabète de type 2 dans la communauté autochtone, qui n'est pas pantoute en lien avec ça. Fait que quand je suis sorti de l'université, dans le fond, moi j'ai fait à Laval, puis ma conjointe et moi, on est revenus à Montréal. Puis j'ai pas eu d'emploi pendant 4-5 mois. J'ai cherché un emploi pour finalement faire des entrevues en clinique privée qui m'intéressaient pas du tout. Je me suis tourné vers finalement partir un projet avec un peu d'expertise que j'avais faite à la maîtrise de santé, de soins à domicile. Fait que j'ai fait cette entreprise-là pendant 3 ans qui s'appelait Réadaptation Gériatrique. On avait une entreprise de soins à domicile pour les personnes âgées. Je me suis tranquillement un petit peu... ça devenait redondant. J'aimais le défi entrepreneurial de bâtir l'entreprise, mais j'avais pas la flamme. Disons qu'après 3 ans, j'avais pas la flamme et tranquillement, à travers des activités de réseautage dans des clubs cyclistes qui étaient pour favoriser le réseautage, comme l'ACDA, l'Agence cycliste de développement des affaires, des choses comme ça, il y avait beaucoup de clients, finalement, de futurs clients qui me demandaient « Tu sais, toi, Guillaume, tu fais-tu du positionnement? » J'étais comme le physio attitré dans la ride de vélo, puis il me posait des questions de bike fit. Puis moi, j'avais pas l'expertise. Par contre, j'avais vécu, en travaillant dans le bike shop, j'avais vu des gens faire des positionnements cyclistes. Ouais, parce qu'il y en a dans les bike shops. C'est ça, des gens qui avaient plus ou moins, disons, d'expertise. Tu sais, après ma physiothérapie, je veux dire, je comprenais un peu le processus pour analyser une blessure, puis je savais à quel point c'était complexe finalement. Tu sais, quand on finit l'école, on sent finalement qu'on sait rien. Ouais, exactement. Mais bref, c'est le processus. Fait que plus t'en sais, plus tu sais que tu sais rien. Fait que je me suis rappelé les expériences du bike shop, puis je me suis rappelé à quoi ça ressemblait, puis je me suis dit, OK, il y a moyen de faire mieux. Là. C'est sûr qu'il y a moyen de faire mieux parce que les problèmes de genoux, c'est pas uniquement toujours relié juste au bike fit. Non, ça peut être relié à plein de choses. Puis il faut sortir faut sortir le bike fit du bike shop dans un sens. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner cette job-là à des professionnels de la santé. Puis c'est déjà ce qui se faisait sur la côte ouest américaine. Le bike fit, ça date... tu m'interromps, je suis capable de faire des longues parenthèses. Vas-y. Mais le bike fit, ça date des années Armstrong, dans le fond, 1995-2000, vraiment sur la côte ouest aux États-Unis, quand les Américains ont décidé d'aller faire des courses en Europe puis de pousser pour aller gagner. Finalement, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on a le dopage. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a plein de choses, mais il faut mettre la science de l'avant. Fait que c'est vraiment de ce côté-là qui a été développé. Puis déjà, dans ces années-là, c'était sur la côte ouest des professionnels, des gens qui avaient des études qui essayaient de définir la science derrière un positionnement cycliste. On a beaucoup d'études qui existent, qui sont vraiment pas toutes valides ou qui ont beaucoup de biais par rapport aux cohortes étudiées. Mais il reste que, bref, j'ai eu le sentiment qu'il fallait remettre ça dans les... Qui manquait des professionnels de la santé pour analyser les bobos finalement parce que les gens consultent parce qu'ils ont des blessures. Effectivement. Parce qu'il y a une différence aussi entre un bike fit pour, mettons, être théoriquement le mieux placé sur son vélo d'un aspect biomécanique, performance, puis il y a une différence entre qu'est-ce qu'on peut ajuster sur le positionnement de vélo quand tu as une douleur, un inconfort, une blessure.
y a une nuance à ce niveau-là aussi. Là. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis content que tu poses cette question-là, parce que c'est une question qui revient souvent dans ma clientèle. Les gens ont l'impression qu'il faut qu'ils choisissent entre le confort et la performance. Mais ces choses-là, sont pas situées aux antipodes. Le confort et la performance, ça arrive en même temps. Parce que si tu ne te blesses pas, tu es capable de performer. Parce que ce qui fait que tu performes, c'est que tu es capable d'accumuler une charge d'entraînement au niveau des intensités puis du volume qui est assez intéressante pour que ton corps s'adapte et que tu puisses performer. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. C'est vraiment quelque chose qui arrive en même temps. Fait que les gens, des fois, ils disent « Ah, moi, je veux pas un positionnement de confort. » Je leur dis « OK, mais si je te mets pas confortable sur ton vélo puis que tu te blesses, comment tu veux atteindre la performance, tu sais, finalement? Mais bref, fait que, je te dirais que ça, c'est peut-être un mythe que je continue de défaire de manière quotidienne puis qu'on est très habitué de dealer en clinique, mon équipe et moi. Fait que bref, tout ça pour dire que, grosso modo, le parcours, c'est que à force de me faire poser cette question-là, ben, je suis allé chercher quel genre de formation existe pour les professionnels de la santé. Tu sais, parce que souvent, les formations qui existent, c'est des compagnies de vélo qui ont des systèmes pour faire le positionnement, mais il y a un biais parce que souvent, ce qu'ils veulent, c'est vendre des selles, vendre... Conflit d'intérêt, finalement. Ils ont un gros conflit d'intérêt, puis ça finit que les gens, ils se font positionner, mais ils ont aussi des fois des factures de 1 000 $ de pièces en plus. Oui, c'est ça. Donc, si on enlève ce billet-là, tu sais, à la clinique, on vend des pièces maintenant. Puis au début, j'étais très, très réticent à ça parce que je voulais pas justement avoir ce billet-là de dire tu sais, j'ai un billet parce que j'aimerais ça vendre des pièces en plus. Ouais. Mais force est de constater qu'avec l'inventaire que j'ai, il y a moins de 5% de mon chiffre d'affaires que c'est des pièces parce que c'est ultra compliqué à gérer. Puis si je pouvais, là, j'en ferais pas de la vente au détail dans mon commerce parce que là, une fois que tu passes un certain seuil, il faut que tu fasses les taxes, tout ça, c'est ultra compliqué. Ouais. Fait que, en fait, j'ai comme un billet inverse que j'ai même pas le goût qu'il y en achète parce que c'est compliqué de gérer de l'inventaire. Ouais. Fait que bref, ça, c'est une chose. Fait que finalement, j'ai trouvé la formation Bike PT, qui est Bike Physical Therapy, donnée par Eric Moen à Seattle. Lui, c'est un des experts justement dans les années 95-2000 qui a démarré la recherche puis la prise en charge par les professionnels de la santé. C'était quand même dispendieux. J'avais pas nécessairement les moyens parce que j'avais parti de l'autre entreprise. Fait que je m'étais jamais versé un salaire qui était décent. Mais ma conjointe, tu sais, a toujours été d'un bon support. Puis finalement, tu sais, elle a dit essaye-le, ta formation. À Seattle, il y a plusieurs milliers de dollars parce qu'il fallait y aller, il fallait payer, il fallait être hébergé là-bas à Seattle. Ça durait 3 jours. Donc, mais écoute, quand je suis arrivé là, c'était c'est vrai que tu étais à la bonne place. J'étais comme un enfant Noël. Je suis arrivé dans une clinique de physio qui avait de l'air de bike shop. C'était les deux mis ensemble. Ouais. Le gars à qui je me suis retrouvé en face, c'était Eric. Puis c'était un gars tellement... J'étais comme, c'est ça que je veux faire. Tu sais, genre, sa vie, c'est de jouer avec des vélos puis d'aider du monde qui sont blessés. C'est comme le paradis. Là. Pour moi, c'est même pas un travail. Je veux dire, je ferais ça même pas payé, ce job-là. Là, effectivement. Puis là, t'es-tu encore le seul au Québec qui a ce niveau de formation-là, comme physiothérapeute? Ben, oui. Le gold. J'ai fait les 3 niveaux. C'est ça. Tu sais, ça empêche... Je pense pas que je suis le meilleur dans le sens que mon équipe, tu sais, les gens que j'ai... Christina, ça fait 5 ans qu'elle est avec moi. Les gens que j'ai dans mon équipe, Ariane, Virginie, Charlotte qui a travaillé chez nous, Caroline Gariepi qui est maintenant à Sherbrooke, PO, No à Québec. C'est tous des gens que j'ai formés à partir des années 2018, mais qui sont devenus extrêmement, extrêmement compétents. Puis c'est des gens avec qui je collabore. Fait qu'on se fait souvent des meetings une fois par mois, une demi-journée, puis on se fait de la formation entre nous parce qu'on est finalement les mieux formés. Là. On est les mieux formés, oui, là, à défaut, là, mais on va être bien meilleurs dans 10 ans, on est d'accord. Là, à chaque fois qu'on travaille avec Eric de Seattle, comme on est allé en France, ben, pour nous, c'est fascinant de voir quelqu'un que ça fait 35 ans qui fait ça. Puis tout semble évident. En 5 minutes, il jette un coup d'œil puis il est capable de voir ce qui se passe, alors que nous, on a l'air des débutants face à lui. Mais oui, j'ai le plus haut niveau d'expertise, mais je te dirais que c'est plus par passion que j'ai fait tous ces niveaux-là parce que les derniers niveaux, c'est pas... c'est comme faire de la thérapie manuelle. Là. Je veux dire, tu peux être bon après ton cadre en 3. Là. Mais bref, il reste que si tu es passionné de ça, ben, tu vas pousser. Puis ce qui fait que j'essaie de demeurer... disons, au meilleur niveau, ben, c'est parce que je suis passionné de ça. Fait que
ce que je lis, ce que j'écoute quand je m'entraîne à vélo, quand je fais de la musculation, c'est du contenu de cycliste parce que ça demeure que, comme j'ai dit, je ferais ça même si je n'étais pas payé. Puis quand on regarde maintenant les gens qui consultent chez Physio-Vélo ou qui consultent en général, puis même si on considère la littérature, c'est quoi les raisons de consultation quand les gens viennent vous voir, les physios qui ont cette expertise-là? Les raisons de consultation les plus fréquentes. Oui, c'est super intéressant parce que ces choses-là, ça revient toujours. C'est douleur au genou, douleur au dos, douleur au périnée, engourdissement partie génitale, douleur partie génitale, autant homme que femme, douleur au cou, engourdissement au niveau des extrémités, membre sup, membre inf. Ça fait pas mal le tour. Fait que c'est toujours ça. C'est ça les plus fréquentes. Puis on reviendra tantôt un peu sur comme les éléments propres au positionnement. On commencera par parler plus bobo, blessure, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Dans ces blessures ou dans ces inconforts-là, raisons de consultation les plus fréquentes, qu'est-ce que toi t'identifies, puis ton équipe aussi, puis en général, c'est quoi le consensus de ce qui semble être les éléments clés qui causent ces douleurs-là, ces inconforts-là, autant dans ce que vous avez observé dans votre expérience clinique, puis de ce qu'on en ressort de la littérature. Qu'est-ce qui cause les douleurs chez les cyclistes? Ben, trop vite. C'est facile. C'est une mauvaise gestion du volume, une mauvaise gestion de la progression de l'entraînement, comme dans plusieurs sports. Sauf que les gens peuvent en mettre plus qu'à la course à pied, par exemple, parce que c'est un sport sans impact. Sinon, ça, c'est vraiment dans la gestion de l'entraînement. Puis on a toujours ça là, au printemps, là, mois d'avril, là, les premières sorties. Le monde dit j'étais bien sur mon trainer à 2 entraînements semaine. Puis là, j'ai fait 4 jours d'affilée, 400 km, puis j'ai mal aux genoux. Je la réponds textuellement. Moi aussi, j'aurais eu mal aux genoux à faire ça. Fait que un des éléments, c'est le volume. Ben oui, c'est la progression de l'entraînement. Comme dans toutes les c'est comme le monde qui ressort leurs chaussures de course à pied quand le printemps arrive. C'est la même chose. Faut faire attention. On vieillit. Fait que, en bas de 20 ans, tu peux faire ce que tu veux. Souvent. Entre 20 et 30, tu as de la marge. Puis quand tu dépasses 30 ans, il faut que tu fasses de plus en plus attention. L'autre chose, ben là, tu parles en dehors du bike fit, là-dedans? Ouais, mettons, on reviendra au positionnement. On sait que le positionnement peut être un élément clé là-dedans, mais en dehors du bike fit, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ben, les blessures antérieures. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont mal au dos en dehors du vélo, puis qui l'exacerbent sur leur vélo. Souvent, on va leur offrir une prise en charge qui est conjointe avec le positionnement cycliste, une prise en charge en musculo-squelettique. Parce que, veux pas, cette douleur-là, ça fait longtemps. Fait que les antécédents, ça, c'est certain. Outre ça, je dirais... En dehors de ça, ben là, après ça, c'est ça, ça rentre dans des trucs plus spécifiques par rapport à la taille du vélo, le bike fit en tant que tel. Mais ça, c'est les 2 gros morceaux, là, je dirais. Là. Parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que les gens qui ont mal en vélo, qui ont des inconforts, c'est pas nécessairement exclusif au vélo. Ils peuvent le traîner dans d'autres aspects de leur vie, ça. Fait que ça veut... Il y en a que c'est exclusivement, ils ont juste mal ou ils ont juste des inconforts sur leur vélo, mais il y en a que finalement, c'est juste comme c'est une prise en charge d'un cas musculo-squelettique. Ils ont mal peut-être quand ils se penchent, quand ils jardinent. Puis ça donne à faire du vélo. Et ça donne à faire du vélo, c'est ça. Un peu comme quelqu'un qui aurait mal, je sais pas, au genou quand il fait de la randonnée, mais en plus, il court puis il a mal aussi quand il court. Ben, on va évaluer tout ça. On peut pas avoir une vision tunnel du cycliste qu'on va juste positionner le vélo. Faut garder en tête tout ça. Puis ça, c'est intéressant que tu saches que c'est une grande force de mon équipe parce que quand j'étais tout seul, moi, j'avais perdu confiance en mes skills de musculo-squelettique. J'en ai pas fait. Je veux dire, j'en ai tellement pas fait depuis que je suis sorti de l'université qu'en ayant une équipe, en ayant Christina à mes côtés à partir de 2018 en fait, puis tranquillement en développant mon équipe était comme nous, dans ce qu'on fait à la clinique, parce que il travaillait dans des cliniques précédemment. En musculo-squelettique. En musculo-squelettique. Des fois, il avait déjà commencé le bike fit dans des cliniques. Puis je suis allé les recruter. Puis il me disait, ces clients-là, habituellement, on les prend en charge en musculo aussi. Là, ils ont besoin d'une prise en charge. Puis moi, le fait que j'avais perdu confiance un peu en mes compétences de physiothérapeute en musculo-squelettique faisait que dans les 2-3 premières années, je faisais de la prise en charge qui était uniquement centrée sur le bike fit. Parce que c'était là-dedans que j'étais très spécialisé. Fait que tranquillement, avec mon équipe, maintenant, on est vraiment meilleur, justement parce qu'on travaille en équipe. Puis je leur dis, tu sais, là, moi, je suis pas votre expert, vous aimeriez ça, je vous prenne en physio, mais bien honnêtement, vous êtes bien mieux que quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Fait que je vais vous passer à mes collègues, on va évaluer ça. Puis quand vous aurez besoin qu'on reassesse, qu'on fasse une réévaluation sur votre vélo, ben ça va me faire plaisir de poursuivre. Fait que tu sais, en ayant une équipe, maintenant, je pense qu'on offre vraiment du meilleur service. Puis c'est que ça te challenge de travailler en équipe. La principale raison pourquoi je réussis à recruter des gens qui travaillent dans d'autres cliniques et qui font du bike fit, c'est qu'ils sont tout seuls. Fait que quand tu es tout seul à faire du positionnement cycliste et que tu en fais 2 par semaine, tu n'as pas la chance
premièrement, d'avoir de l'aide quand ça va pas bien, parce qu'on a plein de pépins de mécanique. J'imagine. Plein de pépins de mécanique. C'est ça. Ouais, mais c'est ce qui rend ça le fun, honnêtement, parce que, tu sais, un peu comme toi qui aime avoir une pratique diversifiée, le fait de faire de la mécanique de vélo dans une journée, c'est vraiment le fun. C'est vrai. Parce que la botte, là, qu'elle casse pas, t'es pas en train de blesser quelqu'un. Fait que c'est le fun de jouer avec de la mécanique. Faut aimer ça. Je mets pas ma chemise blanche quand je travaille. Là. Non, c'est ça, exact. Mais bref, tout ça pour dire que le fait de travailler en équipe, maintenant, on fait une prise en charge en musculo-squelettique qui est 50% des cas. Là, 30 à 50% des cas parce que justement, ces gens-là, ils ont de la douleur en dehors de leur pratique cycliste. Puis des fois, c'est la pratique cycliste, je sais pas, ils ont des défauts posturaux qu'il faut qu'on aille travailler. Le rachis bouge pas bien, ben, mobilité. Soit tu changes de vélo, soit on travaille ton rachis. On peut travailler ton rachis. Puis la pandémie, ça a exacerbé les postures de bureau. Nous, on est chanceux. En tant que physio, on travaille debout, on bouge, mais on réalise pas que... En tout cas, moi, les journées que je fais du travail de bureau, je me sens pas bien. Non, c'est les journées qui me scrapent le plus, c'est effectivement. Ça, exact. Plus que d'aller faire un 30 en trail là, de course. Exact. Bref. Fais juste attention avec la table, elle est sensible, elle capte le son. Donc, c'est un peu ce qui amène aussi la plus-value. On parlait en tout début que le bike fit était dans les bike shops. Donc, d'un point de vue très mécanique, très... le genou à tel axe puis tout ça. Mais là, le fait de considérer l'ensemble de l'être humain au centre du vélo et de ses blessures et de son travail, le physio est vraiment outillé pour évaluer l'ensemble de des sphères de vie de cette personne-là. Donc, peut intervenir sur autre chose que juste le bike fit. Mm-hmm. Et souvent, il y a autre chose qui contribue à douleur, incapacité, limitation fonctionnelle ou peu importe. Fait que ça a cette plus-value-là. 100%. Puis, tu sais, là, je veux juste préciser que nous, quand on fait une prise en charge considérée comme étant un bike fit, finalement, c'est quand même une évaluation physiothérapie, c'est-à-dire qu'on prend une demi-heure à évaluer la condition en dehors du vélo. Le client, il va embarquer sur son vélo après notre séance, c'est 2 heures. Ouais. Puis on n'en a pas trop, honnêtement. Là. Comme tu as dit tantôt, on a des pépins mécaniques, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver pendant le bike fit. Il y a une pièce de cassée sur son vélo, etc., qu'il faut gérer. Mais tout ça pour dire que l'évaluation, le but, c'est qu'on passe une demi-heure en dehors du vélo pour justement dire, OK, cette personne-là ressemble à ça, elle bouge comme ça bouge bien, ça bouge pas bien. Fait que quand je vais arriver sur le bike, si je sais qu'elle a une position très agressive, là, style coureur cycliste du Tour de France, mais qu'elle a pas de flexion à la hanche, puis qu'elle a il manque de pencher en avant, mettons. Il y a plein de choses. C'est ça, souvent, j'exprime ça comme la personne est capable de se plier en deux. Parce que sur bicycle, t'es plié en deux. Vraiment. Puis les gens réalisent pas. Fait que des fois, on leur fait faire des positions de petits bonhommes accroupis, puis ils ont super de la difficulté. Ben, c'est facile de leur refléter le fait que, ça, c'est une aptitude que tu utilises à chaque tour de pédale dans ton vélo. Fait que si tu as de la misère à le faire en dehors du vélo, ça se peut que sur le vélo, ça soit un facteur limitant. Mais bref, tout ça pour dire que c'est sûr que nous, quand on fait une prise en charge bike fit, ça se passe vraiment pas juste sur le vélo. Puis on essaie de toujours se garder un temps à la fin de la séance. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré dans la dernière année depuis qu'Ariane est arrivée. Elle faisait de la prescription d'exercice de manière systématique à ses cyclistes. Moi, c'était pas systématique. C'était juste peut-être dans 30% des cas. Donc maintenant, on travaille avec Physiotech puis on fait de la prescription d'exercice à tous nos clients. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent travailler. Puis ça permet de refléter aux cyclistes le fait qu'ils sont dans un processus de prise en charge en physiothérapie plutôt qu'une intervention sporadique sur un positionnement, parce qu'il y a ça là, avec le fait que le positionnement cycliste, ça vienne des bike shops, c'est comme un one-shot deal. Ouais. Je vais une fois au bike shop, tout devrait être réglé. Exact. C'est pas le cas. Ton corps a besoin de s'adapter, premièrement. Avec un positionnement cycliste, tu as besoin de faire 15 à 20 heures. Si je fais plein de changements, là, moi, ça me stresse quand je fais plein de changements sur un bike parce que je sais que le gars, si j'y exprime, ou la fille, pardon, si je lui exprime pas bien le fait que son corps devra s'adapter à ces changements-là, ben, je me tire dans le pied parce que la personne ne sera pas satisfaite et elle ne comprendra pas le processus que finalement, j'ai tout changé sa biomécanique en 2 heures, puis là, elle s'en va faire un gros défi. Fait que, tu sais, quand les gens m'écrivent, là, j'ai encore des gens là, qui me parlent du demi-Ironman de Tremblant, des compétitions qui s'en viennent vite. Semaines. Je leur dis, hey, écoute, c'est pas une bonne idée, man. Je te bouge pas ça 2 semaines avant ton entraînement. Mauvaise idée. Ouais. Fais-le comme ça si t'as pas de bobo en ce moment, puis on le bougera après. Ouais. Blaise en course à pied dirait, si t'as pas mal, tu veux pas augmenter ta performance, change rien. Ouais, en tout cas, si t'approches d'une performance clé, t'es mieux de pas changer les choses, à moins qu'il y ait un problème majeur. C'est sûr, tu sais, plus tu pratiques. On a Rémi Bergeron, qui est un enseignant de la clinique du coureur que j'ai formé en 2020, 2020, je pense, qui finalement, on collabore ensemble, ils viennent nous donner justement,
on s'échange là, finalement des connaissances. Puis plus tu regardes ça, tu sais, la clinique du coureur, tout ça, c'est plus tu travailles, plus tu te rends compte que finalement, il y a ces choses-là de base, la quantification du stress mécanique qui est applicable partout, toutes ces choses-là. C'est des principes de base, tu sais. Même, on en parlait récemment, Rémi et moi, là, avec l'équipe, là, toute la prise en charge, là, comment tu as confiance en tes moyens pour traiter le patient, tout le biopsychosocial. Tous les effets non spécifiques. Tous les effets non spécifiques, puis tout ce que le client... Tu sais, finalement, moi, les physios que j'engage à la clinique, là, j'essaie qu'il y ait un savoir-être incroyable. Voilà. Puis souvent, ils sont bien stressés du savoir-faire. Je suis comme, non. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais. Le savoir-être, là, c'est ça qui va faire la différence. Nous, on a des clients qui sont exigeants, puis qui ont besoin d'une prise en charge. Tu as des clients qui sont anxieux par rapport à leurs blessures. Tu as des clients qui sont confiants de leur réadaptation. Tu en as d'autres qui ont mal depuis 2 ans, qui viennent, puis qui leur disent, t'es mon dernier espoir, si ça marche pas bien, je m'en vais. Fait que toutes ces choses-là, d'être quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute, de valider, toutes ces choses-là, ça devient ultra pertinent, puis ça fait partie de la moitié des formations qu'on se fait à l'interne. Ouais. Parce que c'est ça qui fait qu'on devient des meilleurs. Ben, tu sais, si je regarde, mettons, genre, si j'avais à classifier les sujets de formation que j'ai faits depuis que j'ai gradué, comme au début, il y avait une haute concentration savoir-faire, puis moins de savoir-être, puis là, maintenant, c'est comme, OK, la majorité de ce qu'on fait pour guérir les bobos, je sais comment faire. Maintenant, c'est comment on gère un être humain, tu sais. Fait que, non, clairement, il faut savoir gérer l'être humain, encadrer un être humain, prendre en charge un être humain avant d'être capable de positionner quelqu'un sur son vélo. Tu sais, un bon exemple de ça, là, qui peut être vraiment intéressant pour les gens de comprendre, c'est qu'en 2020, tu sais, tout le monde était au début de la pandémie, après 6 mois. Tout le monde a été bien fatigué de tout. La clientèle était plus à vif, là, on va dire. On avait plus de retours négatifs. On avait plus de problèmes. Puis on s'est assis à l'été, puis on lunchait dehors, puis on s'est dit, coudonc, on n'est pas rendu moins bon qu'avant. Là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on s'est dit, je pense qu'on n'a pas assez expliqué aux gens qu'après le positionnement cycliste, ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps de faire de prendre ça, de gérer ça en amont, de faire de la prévention. Ouais. Fait que tu sais, on a tout, maintenant, nous on envoie toujours une fiche de positionnement, fait que les mesures du bike fit puis tout, pour que les gens soient indépendants, autonomes, etc. Donc maintenant, on a un courriel standardisé qui dit justement, vous sortez d'un positionnement, c'est comme avoir une nouvelle paire de chaussures, vous devez vous y adapter. Il y aura, si vous avez fait beaucoup de changements avec votre physiothérapeute, probablement que le temps d'adaptation sera plus long, tout ça. Puis écoute, on a éliminé tous les retours négatifs parce que maintenant, les gens comprennent justement... Tu mets en contexte. On est dans un processus de prise en charge. Les gens me demandent autre chose d'intéressant. Ça me fait rire, mais en fait, ça fait partie d'un mythe. C'est que les gens nous demandent souvent, y a-t-il une garantie sur votre positionnement? Je dis, ben nous, on est physiothérapeute. Je sais qu'il y a des boutiques qui offrent des garanties de confort, mais tu sais, quand tu viens en physiothérapie, je t'offre une garantie de guérison. Je peux pas faire ça. Je veux dire. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas compétent, c'est simplement parce que ton corps, il y a une douleur en ce moment. Le processus de la douleur, c'est ultra complexe. On n'en vient jamais à bout de finir de l'étudier. Donc, tu sais, il faut que les gens comprennent qu'ils sont dans un processus de réadaptation. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est un vraiment bon point, ça. J'avais jamais pensé à ça, qu'effectivement, c'est quelque chose... Tu sais, mettons, tu vas changer tes freins de voiture, ben tu as une garantie là-dessus. Tu sais, c'est pas supposé péter dans 1 mois. Exact. Mais effectivement, dans un processus de douleur, prise en charge de blessure, en physiothérapie, c'est pas du tout le même concept. Puis souvent, tu sais, les gens sortent du bike fit. Puis tu sais, là, on a formé beaucoup de kinés français. Fait que je communique beaucoup avec eux par les réseaux sociaux. Puis ils me reviennent, là, tu sais, encore, j'en ai eu en fin de semaine. Ah, Guillaume, j'ai le retour d'un client. Là, il y a vraiment de la misère dans ses montées. J'ai fait son bike fit vendredi. Là, tu sais, je leur réponds, je dis, ben, il faut qu'ils comprennent, tu sais, t'as baissé sa selle il était vraiment trop haut. Fait que là, ils trouvent que, tu sais, son genou est plus en flexion. Ils trouvent finalement, il y a beaucoup de fatigue musculaire dans ses quadriceps, mais il est comme tout le temps en train de faire un squat. Avant, il avait mal dans le dos parce qu'il était super haut perché sur sa selle. Fait que j'ai dit, tu sais, assurez-vous de les traiter en amont. Faites votre courriel standardisé pour bien leur expliquer la prise en charge. Fait que ça, c'est quelque chose qui maintenant, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Puis ça reflète aussi toute la part d'éducation qu'on a faite, là, justement, sur nos médias sociaux, de dire, tu sais, vous avez une douleur quelque part, peut-être qu'il faut le prendre en charge en musculo, peut-être c'est votre chaussure, nous, on peut vous aider dans le processus. Puis ça, les gens comprennent bien. Là. Puis on les avertit, tu sais, vous venez en positionnement, en évaluation initiale, puis on va vous revoir en suivi 60, 75, 90 minutes, selon ce qui se passe. Puis au pire, on va vous prendre en charge en musculo-squelette. Puis, à part, parce qu'on arrive au positionnement plus précisément, à part le positionnement puis des interventions comme ça sur le vélo,
quand on a des douleurs, blessures chez le cycliste, quels autres outils en termes d'intervention on a? T'sais, les autres solutions pour régler ces problèmes-là, ça inclut quoi? Ben, c'est un peu ce que je disais au début. Au départ, je dirais, c'est... Je sais pas si tu me diras si j'ai bien compris ta question, mais c'est la progression du volume d'entraînement. Ouais, la progression. Puis la prise en charge des... Le musculo-squelettique, finalement. Ouais. Des exercices, conseils. Ah, tu parles en dehors du bike fit, oui. Ouais, fait que, on a... comme intervention. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, nous, à la clinique, ce qu'on essaie de faire dans, justement, notre séance, c'est que le premier 30 minutes, on essaie... Ça, c'est une autre chose. Je te dirais qu'on a amélioré. Je pourrais y revenir tantôt. Je me prends une petite note, mais c'est intéressant par rapport au savoir-être. Ouais. Mais ce que j'allais dire, c'est que, dans le fond, au début de la séance, les 30 premières minutes, on essaie de démontrer au client, ça va bien, ça par rapport à faire du vélo, c'est pas un facteur limitant, mais ça peut-être. Donc, de démontrer justement à la personne, je viens de rentrer dans un processus, puis ils viennent pour ça, les clients. Ils nous font confiance parce qu'on est des physiothérapeutes. Fait que si on démontre pas notre physiothérapie, finalement, dans notre processus, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue, on analyse, on fait subjectif, objectif, blablabla. Ouais, fait plan d'intervention. C'est ça, exact. Puis on leur dit, voici ce que je pense qui va se passer. Fait que dans le premier 30 minutes, on va justement décrire, écoute, ça va moins bien, ça c'est super bon, ça c'est super bon, ça va moins bien. On va le faire peut-être dans l'autre sens pour faire une bonne sandwich. Là. Ouais. Mais il reste que, après avoir fait ça, on va leur dire, il va falloir qu'on améliore ça. Tu vas pouvoir le travailler à la maison, mais si tu vois qu'il n'y a pas de progression, on va te prendre en charge en musculo-squelettique. Puis quand tu dis ça, des exemples concrets de ça, va falloir travailler ça, c'est quoi par exemple? Par exemple, le rachis thoracique, la colonne vertébrale, une personne qui est super voûtée vers l'avant. Ouais. Maintenant, on fait des mèmes. Notre physiothérapeute Ariane, si les gens veulent aller voir sur Instagram, on a un meme par semaine qui est une blague, mais c'est quelque chose qu'on vit de manière quotidienne. Fait que, le fait de combiner travail de bureau avec vélo, la posture du travail de bureau puis de faire du vélo, là, c'est deux choses qui sont très mauvaises. Parce que, je veux dire, ces deux choses-là, au niveau du rachis, c'est quasiment la même posture. Fait que, quelqu'un qui a un déficit de mobilité en flexion au niveau de son bas du dos, au niveau lombaire, puis qui compense tout ça avec le haut de la colonne, qui a mal au cou. Quelqu'un qui a des engourdissements à travailler à l'ordi avec son clavier, faut qu'on lui explique que, sur le vélo, ça va peut-être être exacerbé. Il y a des positions qui se ressemblent beaucoup. Là. Il y a des positions qui se ressemblent beaucoup. Puis moi, je leur dis souvent, si tu veux diminuer tes douleurs à vélo, c'est facile, fais autre chose que du vélo. Va faire de l'entraînement. Ouais. Va faire du rameur, qui est finalement le mouvement peut-être contraire. Va faire de l'entraînement fonctionnel. Ou est-ce que tu n'es pas pogné dans cette position-là, plié en deux, là, finalement. Ouais. La capacité à varier les postures, finalement, sur un cycle de 24 heures. Maintenant. Ouais, tout à fait. Très bien résumé, effectivement. Ce que je voulais dire tantôt par rapport au savoir-être, c'est que moi, c'est Rémi Bergeron qui nous a reflété ça il y a quelques semaines. C'est que j'avais une tendance, moi personnellement, là, mes collègues ils étaient moins pires, je pense. C'est pour ça que j'aime ça travailler avec des gens plus compétents que moi. Mais moi, je suis beaucoup dans... Quand je fais l'évaluation initiale musculo-squelettique objective, souvent j'essaie de leur trouver des défauts. T'sais. Fait que je suis full dans le négatif. Je suis comme, ça c'est pas bon. Ouais. Je m'adapte là, parce que tu as des clientèles qui t'as comme besoin de les brasser un peu pour leur démontrer que finalement, juste qu'ils comprennent que c'est pas juste le bike fit. Là, ils ont besoin de travailler d'autres choses en dehors du bike fit. Puis là maintenant, c'est ça, je me suis fait refléter que c'était peut-être pas mal négatif mon affaire. Fait que c'est comme si la personne finalement, j'étais en train de dire qu'il y a de quoi de casser, ce qui est comme complètement contre-productif dans la prise en charge. Fait que maintenant, je fais bien attention de dire, ça bouge un le reste bouge bien, mais si tu veux être encore plus confortable sur son vélo, on pourrait donner un peu de mobilité dans cette... Des options pour optimiser. Là, des options pour optimiser. Puis, pas dire que c'est un problème. Il n'y a pas de quoi de casser, il n'y a pas de quoi de déplacer. Tous ces comportements-là, on le sait que c'est contre-productif. Oui, effectivement. Puis, il y a autant de bonnes postures sur le vélo qu'il y a d'humains. Tu regardes les cyclistes professionnels, tu as n'importe quoi là-dedans. Puis, ces gens-là, il ne faut pas oublier que les cyclistes professionnels, à la base, c'est pas des humains normaux. Là. Ça fait partie du premier percentile que tu les mettrais dans n'importe quel contexte puis ils performeraient parce qu'ils sont nés avec des aptitudes incroyables. Fait qu'il y a aussi tout l'effet d'aller se baser sur qu'est-ce que les meilleurs font. Ouais. Ils sont meilleurs parce qu'ils sont nés meilleurs. Il y a ça entre autres. Là. Ouais. Mais un peu, il y a un parallèle à faire avec la course à pied puis le patron de course. Exact. Si tu regardes le marathon, là, regarde les 100 premiers au niveau mondial, le marathon, là, c'est pas tous les beaux patrons de course théoriques qu'on pense qu'on devrait avoir. Là, exact. Puis ça a été, je pense que ça a été une erreur
qu'on a réalisé là, dans peut-être, j'ai pas assez de recul, je suis encore plutôt débutant là, dans ma carrière, ça fait juste 10 ans que je suis physio, mais je pense que ça, c'était une erreur de la science de vouloir toujours corriger les mouvements. Effectivement. Dire qu'il y avait juste une manière de le faire, puis là, t'es full dans le jugement, puis t'es comme... C'est ça. Je suis beaucoup ça, puis je trouve ça drôle de dire justement, il y a une seule manière de squatter. Il n'y a pas une seule manière de squatter. Je pense qu'on a été dans un extrême du spectre, puis on revient vers le centre. C'est le pendule, c'est le pendule. Puis honnêtement, ça, c'est intéressant parce qu'on avait Pierre-Olivier Nault là, à la clinique Cortex Interactive à Québec, qui lui nous donne la formation justement une fois par mois. On se rencontre, puis depuis 7-8 mois. Puis on était rendus dans l'autre extrême du pendule, c'est-à-dire qu'on était beaucoup dans la prescription d'exercice global. Ouais. Puis là, P.O. il arrive à la clinique et il dit « Ouais, mais là, il dit sa hanche, là, en ce moment, là, son fessier, son timing de contraction, il est vraiment pas bon. Là. Il va falloir qu'il fasse, textuellement, il va falloir qu'il fasse de la drill, là, ton client, parce que t'as beau lui faire des squats puis des fentes, ben, il fait pas avec le... il stabilise pas bien sa hanche, sa coxo-fémorale, son articulation au niveau de son bassin. Fait que là, on a fait « Oh! » Faut que ce soit individualisé, là. Faut que ce soit individualisé. Il n'y a pas de one size fits all. Je pense que à travers, peu importe le professionnel de la santé, on a tout le temps, on prend des petites tangentes. Puis là, c'est ça qui est le fun de pouvoir travailler en équipe. C'est comme, quelqu'un te regarde, fait comme, fais attention, là. Ouais. Ça, je pense que t'es en train de... T'es fait tout de la même manière parce que t'as un billet de confirmation, t'es tout le temps en train de chercher la même affaire, puis tu fais la même affaire. Fait que, bref. Si on rentre dans la littérature, ben, le concret du bike fit, moi, la chose que je me demande, maintenant en 2022, là, c'est quoi l'état de la littérature sur positionner le vélo, le cycliste sur son vélo pour aider, mettons, on va différencier performance, mais tu disais tantôt que ça va ensemble, là, mais mettons, si on parle d'un point de vue purement biomécanique, on sait qu'il y a des choses, si on pense juste à la physique mécanique, il y a des choses qu'on doit faire pour performer. Puis après ça, les interventions par rapport aux blessures, aux douleurs. Ben, la littérature, es-tu jeune? Y en a-tu beaucoup? Ça ressemble à quoi? La littérature est récente. Ouais. On peut se dire que 20 ans, c'est récent. Là. 25 ans, c'est récent. Je vais y aller avec du positif. Je vais faire un sandwich. Fait que, dans le fond, elle est récente. Au moins, il y en a. Les choses qu'on sait, c'est des choses de base, comme justement la progression du volume, la prise en charge des antécédents. Ça, c'est démontré. Ouais, OK. Les faiblesses, c'est des cohortes étudiées qui sont parfois, en fait, la majorité du temps, très, très restreintes. Quand ils sont précises, les études, quand ils ont été mesurées de manière précise, ils sont restreintes, genre moins de 15 participants. Ouais. Puis quand ils sont avec un N très élevé, un très grand nombre de participants, ben il y a beaucoup de biais. Ouais. Fait qu'en ce moment, il n'existe pas les études, c'est souvent une grosse faiblesse, c'est qu'ils vont toujours citer des études antérieures. Puis ces études-là qui sont citées avaient elles-mêmes des biais qui étaient très bien définis dans la discussion. Fait que, tu sais, c'est comme se baser sur quelque chose qui est biaisé. La littérature à l'avant, je pense à l'angle au genou. Ouais. Bon, un angle au genou, quand on fait un positionnement, c'est quelque chose de base qu'on utilise. Ben, il y a l'ancienne mesure du 25 degrés d'angle au genou qui date d'il y a très longtemps, mais par exemple, la position du pied, est-ce qu'il y avait de la flexion plantaire ou de la flexion dorsale, ça n'avait pas été défini. Ça n'avait pas été standardisé. Ça n'avait pas été standardisé. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'elle vaut ta mesure d'angle au genou? Quand tu commences à regarder des études, ben, ces choses-là, ils ont un énorme impact. Moi, en clinique, si je bouge, puis ça, j'en parle souvent sur le compte Instagram, sur des photos, sur YouTube, sur nos vidéos éducatives. Tu sais, si je bouge le talon, là, puis je le lève, puis je change mon angle au pied de 10 degrés, ben, je peux changer mon angle au genou de 7 degrés. Ouais. Fait que, est-ce que ma prise de mesure était standardisée? Est-ce qu'elle est valide par rapport à ce que je fais? La réponse, c'est non. Mm-hmm. Fait que l'état de la littérature, c'est qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Les cohortes qui doivent être étudiées, c'est des cohortes qui représentent finalement notre population générale parce que c'est elles qui consomment les services en clinique, qui représentent 99% des cyclistes. Finalement, c'est du monsieur, madame, tout le monde qui fait du vélo pour le plaisir, qui est blessé, qui prend ça sérieusement, qui fait peut-être de la compétition, mais finalement qui ne gagne pas sa vie. Non, c'est ça, c'est pas professionnel. C'est ça. Fait que c'est pas son revenu, c'est un hobby. Donc, le positif, ben, tu sais, nous, on a été chanceux. Là, cette année, on a eu une bourse. Fait qu'on commence un projet. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est ça, en partenariat avec Simon Lafrance. D'ailleurs, un chapeau à lui là, de nous aider là-dedans. C'est vraiment une personne incroyable. Ouais, on en parlait en fin de semaine. On est allé rouler ensemble. Ah ouais? OK, cool. On est allé rouler. Fait que, tu sais, j'ai Ariane aussi à la clinique. Je suis chanceux, elle a un bagage là-dedans qui lead le projet. C'est vraiment pas grâce à moi que... Ben, je pense que, tu sais, c'est la force d'une équipe. Là, t'es un vecteur à contribuer à ça. Je pense que
sais, là, juste pour démontrer, là, mettons le N, là, pour que ce soit significatif, je sais pas si tu as parlé de ça avec Simon. Non, on n'en a pas parlé. Mais tu sais, idéalement, il faudrait qu'on ait 80 personnes. Ouais, dans l'étude. Puis là, on s'adresse aux douleurs au genou. On regarde qu'est-ce qui, dans la prise en... Est-ce que notre prise en charge en physiothérapie en positionnement est efficace? Puis après ça, rétrospectivement, on va essayer de décortiquer qu'est-ce qui a été des interventions qui ont eu le plus d'impact. Mais N égale 80, là, il n'y en a pas beaucoup d'études N égale 80 qui ont bien mesuré, qui ont N égale 80 sur une population de cyclistes amateurs. Fait que nous, on s'est dit, ben, c'est ça qui manque dans la littérature, c'est ça qu'on va essayer de faire. Puis honnêtement, ben, c'est vraiment un gros défi. Moi, ça m'intimide beaucoup. Je sais qu'il faut le faire, puis je sais qu'à long terme, c'est ça que je veux qu'on pousse, c'est l'innovation. Mais mettons que les gens ils veulent contribuer à ça, là, des cyclistes qui ont mal aux genoux, ils vont chez Physio Vélo. Ouais, ben, dans le fond, ça va être, tu sais, on a vraiment beaucoup de demandes à la clinique. Okay. Fait que bref, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont être triés. Ils vont prendre rendez-vous, puis on va les. Tu sais, parce qu'on veut pas de billets. Ouais, je comprends. Ça, c'est un billet aussi. Si je dis, hey, les gens qui ont mal, venez, je vais vous faire. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on a essayé de standardiser ces variables-là. Fait que je vais pas dire comment ça fonctionne parce que justement, je veux pas créer de billets. Ouais. Mais tout ça, ça fait partie des billets. Puis quand t'es pas habitué de gérer de la. Tu sais, c'est ça, en collaborant avec Simon, avec Ariane, tu réalises justement tout le fardeau de la collecte de données. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment complexe. Moi, je sais que je veux faire de la recherche, mais honnêtement, j'ai pas les compétences pour l'amener à bien. Ouais. Je suis chanceux d'avoir rencontré ces personnes-là qui ont un intérêt pour le vélo. Ouais. Parce que moi, ce que je peux partager, c'est mon expérience clinicien. Puis là, dire, je pense que c'est ça qu'on devrait mesurer parce que sur les 7 dernières années de clinique, c'est ça qui est intéressant. Puis tu sais, j'en ai parlé avec Eric Moen à Seattle. Encore hier, j'avais un Skype avec lui. Lui, il a 35 ans d'expérience. Fait qu'il dit, moi, dans la recherche, il dit, moi, j'en fais pas de la recherche. Mais il dit, je peux te dire, mes 35 années d'expérience, quelles sont les variables que je pense qu'il serait pertinentes de mesurer dans une population cycliste. Ouais, c'est riche de combiner, de venir faire un monde entre la clinique et la recherche, on n'a pas le choix. Parce que sinon, on parle à juste notre petit monde. Puis tu sais, oui, malheureusement, c'est que ce que tu veux, c'est que ça soit utilisé. Effectivement. Le but de la recherche, c'est que ça puisse être utile à quelqu'un. Que ça change les pratiques pour le mieux. Exact. Fait que, tu sais, dans la recherche qu'il y a des petits, des fois, il y a des recherches avec des petits échantillons, des 2, 3, 4 cyclistes qui sont super précises. Mais là, l'échantillon est tellement petit, tu dis, je vais-tu me baser là-dessus pour faire mes interventions en clinique? Ouais. J'interromps le podcast pour te parler quelques secondes de Biaformation. C'est l'été, les gens ont moins de temps de consacrer à leur formation continue comme professionnels de la santé, mais Biaformation a évidemment pensé à tout parce qu'ils ont mis en place plusieurs formations courtes de moins de 90 minutes, donc une excellente façon de continuer un peu de formation continue l'été sans avoir à passer toute une journée devant son écran. Donc, comme d'habitude, le code rabais Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier et tous les détails seront dans la description des épisodes du podcast. De retour au podcast. Fait que si on était tous, mettons, on est tous des robots, puis personne n'a mal, personne n'a des douleurs, personne n'a des inconforts. Qu'est-ce qu'on fait comme bike? Puis qu'on veut fitter les gens pour performer. C'est quoi les points clés biomécaniques? Ouais. Je sais qu'il y a de quoi avec l'axe du genou par rapport au pédalier. Comment on devrait positionner un cycliste? Tu nous diras, il y a probablement une nuance entre, mettons, position de route versus position de triathlon. Ouais. Mais c'est quoi les éléments clés à considérer pour la performance vraiment? Là? On oublie les douleurs, les blessures. Ouais. Ben, si tu me laissais la chance, je te dirais, on peut pas vraiment les oublier, là. Mais, garde ce que tu as besoin. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, si ton robot bouge bien, là, mettons, là, mais ça n'existe pas en clinique, des gens qui bougent tout parfaitement, parfait, on va se fier à l'angle au genou. Fait l'angle au genou, c'est la position du genou quand on a quand on a la jambe la plus en extension. Fait que quand la pédale passe autour de 6 heures dans le cadran, là, 5 à 6 heures, dépendant de la position de la selle. Fait que ça, on va y aller avec l'angle au genou. L'angle au tronc sur un vélo de route, on va essayer que l'angle au tronc par rapport au sol, par rapport à l'horizontale, soit entre 35 et 45 degrés. L'angle à l'épaule, on va essayer d'avoir une position d'angle à l'épaule à 90 pour avoir une position, tu sais... Entre le bras et le tronc. Entre le bras et le tronc. Avoir une légère flexion au coude. Pas être en hyper-extension. Puis après ça, c'est des composantes de... Fitter un robot, je pense pas que ce serait intéressant, mais il reste que ça. Tu peux faire ça, puis tu peux encore être très inconfortable sur un vélo parce que le plus important dans un bike fit, dans un positionnement cycliste, dans l'évaluation puis la prise en charge, c'est de bien évaluer les limitations de chacun. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer.
Mais c'est après ça, c'est vraiment le positionnement de la selle. Parce que tu peux avoir tous tes angles qui sont valides, mais une selle qui est tellement inclinée par le bas, qui fait que finalement, la personne est assise sur une glissade. Ouais. Puis là, tous tes angles ont de l'air beau, mais la personne, finalement, elle glisse tellement vers l'avant que ses mains, là, ça lui sert juste à se retenir de tomber par en avant. Que si elle lâchait les mains, elle tomberait. Fait que quand tu fais un positionnement cycliste, tu as besoin de savoir communiquer avec ton client. Tu as besoin de son subjectif pour réussir à accomplir ton positionnement cycliste. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas moi qui est sur le BC, c'est le client qui est devant moi. Ouais. Fait que si lui, moi, il me demande mon avis, dis-toi qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Je suis comme, c'est pas moi qui est assis sur votre selle. Fait qu'à la fin de la journée, le client, moi, j'ai besoin de ces informations, puis je te dirais que c'est ça qui rend les positionnements les plus complexes, c'est quand j'ai de la misère à collecter mon information subjective. Ouais, je comprends. Fait que t'as des gens qui ont une conception de la douleur qui est difficile à saisir. Genre, est-ce que c'est une douleur qui disparaît après? Ça, c'est vraiment la subtilité, puis ce qui fait que je veux pas à la clinique, moi, quand il y a des cas difficiles, souvent, je me fais envoyer. Ouais, mais avec le temps, c'est ça qui arrive. Avec le temps. Puis tu sais, c'est des cas difficiles, autant dans la collecte d'informations subjectives, autant dans le matériel qui est utilisé. C'est ça qui rend l'intervention difficile. Tu sais, faire les mesures, tout ça, ben, t'apprends ça, c'est comme l'adage des 10 000 heures. Là. Une fois que tu as fait tes premières 10 000 heures, faire tes mesures, je veux dire, tu as de moins en moins besoin de prendre ton goniomètre, ton échantillon. Moi, je fais juste ça temps plein. Fait que mon échantillon dans ma tête de cycliste, là, je les vois sur la piste cyclable, puis je le sais quand ça, c'est les trois. Ouais, effectivement. C'est un jeu c'est un jeu de personnes qui fait du positionnement, mais chacun son truc. Hein. Ouais. Mais bref, il reste que je sais pas, on était parti avec ça, mais la prise en charge avec un robot, là, avec ton robot, là, on peut pas appliquer ça à un humain parce que, tu sais, si t'as de la pression sur le périnée, ton robot, il y en a pas de périnée. Là, ouais. Puis, quand on parle de position de triathlon, tu sais, les gens qui font des Ironman, demi-Ironman, triathlon, qui sont en position extrêmement agressive sur le vélo, il y a un avantage, on sait, aérodynamique à être dans cette position, surtout quand tu es à vitesse élevée, autour de 33, 34, 35, plus haut que ça. Le gars est informé, c'est qui ton recherchiste? Ouais, c'est ça. Physio Vélo YouTube. Fait, dans le sens qu'il y a des avantages à avoir une position agressive. Ouais. On doit trouver un équilibre entre le confort sur le vélo et la position. Ouais, c'est quoi la différence quand on considère un athlète qui a besoin de cette position-là dans ton travail à toi? C'est quoi les défis supplémentaires pour fitter quelqu'un dans une position très agressive? C'est simple. Il faut que la personne ait ces compétences-là, il faut qu'elle ait ces aptitudes-là de se plier en deux, puis d'être pognée dans une position de petit bonhomme. Il faut qu'elle l'ait en dehors de son vélo. Il faut qu'elle puisse lever sa jambe, son straight leg raise. Il faut qu'elle puisse pogner à 90 degrés, puis j'ai 1% du monde en clinique qui pogne ça. Fait qu'il reste que pour avoir une position comme on voit à la télé, il y a beaucoup de gens finalement qui ont des barres de triathlon, c'est-à-dire les deux avant-bras collés, mais finalement, ils passent pas beaucoup de temps dans cette position-là parce qu'ils sont des fois pas capables de respirer. Au niveau de la hanche, ils sont pas capables d'aller chercher leur flexion de la hanche. Donc, c'est toujours un jeu de pouvoir gérer les attentes du client, ses limitations, puis dire on va essayer d'en faire une progression. Mais si tu veux être bon en vélo de triathlon, tu sais, c'est pas rare que les gens ont plusieurs vélos. Peut-être pour les néophytes, là, avoir plusieurs vélos, ça paraît un peu absurde, mais tu sais, juste toi, t'en as quoi, 2 ou 3? J'en ai 2, mais demande-moi pas le nombre de skis de fond que j'ai. C'est ça. Fait que quand on est passionné de quelque chose, bref, les gens ont beaucoup de vélos, mais tu sais, si tu veux faire du triathlon, il faut que tu fasses du vélo de triathlon. Tu peux pas faire toute ta saison de vélo sur ton vélo de route, puis arriver 2 semaines avant Ironman, puis dire hey, je vais mettre sur mon vélo de TT. La biomécanique est pas la même, donc tu as besoin d'un temps pour t'y adapter. Fait que les challenges pour nous, ben c'est pas nos challenges, c'est pas nous qui est sur le basic, hein, c'est des challenges de nos clients, je dirais. C'est de pouvoir accommoder les limitations versus les attentes versus le parcours. Tu sais, c'est pas rare que quand on parle de Ironman Mont-Tremblant ou des parcours très côteux, puis que la personne a une grosse limitation, on leur dit peut-être que vous iriez plus vite avec votre vélo de route. Le pilotage va être plus simple. Puis il y a tellement de monde dans ces événements-là qu'il faut discuter du pilotage. Est-ce que tu es à l'aise de piloter ton vélo? Il y a toujours des accidents dans ces événements-là. Fait que est-ce que ça vaut la peine pour une moyenne de 28 km/h d'avoir un vélo de triathlon si
t'es pas capable de le piloter, si tu trouves qu'il y a un danger, si toi, ce que t'aimes, c'est faire du vélo de route à l'année puis prendre 2 semaines avant ton triathlon, bref. Ça, c'est peut-être une discussion qui est plus spécifique pour les gens qui sont passionnés de ça, mais il y en a. Pour l'avoir fait, le parcours du Ironman à Tremblant, effectivement, il y a une partie que tu passes sur les bords, assurément, mais il y a une bonne partie que tu es en train de grimper. Tu n'es pas en train de grimper en position aéro. Tu sais, Lionel Sanders, il grimpe en position aéro parce qu'il roule à 38 quand il grimpe, là. Ouais. Puis il descend à 48, mais c'est à 360 watts, à 120 pulses, il n'y a personne qui fait ça, là. Puis c'est quoi la différence de quand tu es dans une position aérodynamique, l'axe dans lequel tu pousses tes pédales change un peu, je veux pas. En fait, tu es quasiment en train de pousser vers l'arrière. En fait, c'est que tu essaies d'être plus au-dessus de ton pédalier. OK. Fait que c'est bien rare qu'on va être vers l'arrière. La selle sera jamais vraiment plus... Tu sais, ton point d'appui, là, au niveau de ton bassin, il sera jamais beaucoup, beaucoup plus en avant que genre 2-3 cm en avant du boîtier de pédalier, qui est le centre de rotation du pédalier. Mais oui, effectivement, si on pense à notre vélo de route où l'appui de la selle est derrière le boîtier de pédalier, on est un peu comme ça. Fait que la position d'extension maximale du genou se situe peut-être autour de 5 heures, alors qu'en triathlon, on arrive à 6 heures. Mm-hmm. Fait que c'est un petit... C'est juste un léger décalage. Un léger décalage. Mais il y a toute une implication sur le pilotage et tout, là, parce que le centre de masse du cycliste est beaucoup plus vers l'avant. Fait que le pilotage de ton vélo est très différent. Ça, c'est très le côté geek. C'est comme sur une voiture. T'sais. Est-ce que la distribution des masses est 50-50 sur les deux essieux? T'sais, ça va faire que tu vas avoir du survirage ou du sous-virage. Ouais. Là, ça, mettons, c'est le bike PT Gold. C'est le dernier niveau. Que tu apprends ces éléments. Des affaires de même. C'est pas... Mais quand tu es rendu dans la très haute performance ou quand tu as besoin d'expliquer à un patient pourquoi tu ferais pas telle chose, ben il faut que tu aies les connaissances pour dire c'est pas une bonne idée. Ouais. Je veux juste dire une affaire qui peut être intéressante pour les auditeurs, c'est est-ce que les gens sont capables de monter puis descendre? Toi, Alexis, es-tu capable de monter puis descendre une chaîne de trottoir avec ton vélo de route? Ouais. Bon. Je sais juste pas si c'est... J'ai toujours peur de péter un pneu. c'est correct. Mais juste d'avoir l'aptitude de pouvoir faire ça, c'est vraiment pas tout le monde qui l'a. Je serais curieux de savoir. C'est un contrôle de vélo qui ça demande. Oui, faire un virage rapide puis te sortir d'une situation où, je sais pas moi, il y a une voiture qui est trop proche, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent des vélos de route. Je sais pas si tu te rappelles la première fois que tu as conduit un vélo de route. Là. Ouais, je suis tombé après 100 mètres. J'ai oublié de me déclipper. Bon, je souhaite ça à personne. C'est pas une expérience qui est peut-être dans la moyenne, mais... 2 fois dans ma première sortie. Déclipper, ça, c'est quand même toujours une expérience. Mais il reste, juste la position d'agressif, d'être autant sur tes mains. C'est comme faire du ski alpin, là. T'es comme... Ouais, non, je me rappelle que c'était vraiment un choc de se retrouver dans cette position-là. Ça a pris longtemps avant d'être confortable et à l'aise à manœuvrer. T'as besoin de t'engager, là. C'est comme really engaging d'être de même puis de faire comme, OK, là, on va vite. Puis le but, c'est d'aller vite. Puis là, je suis en ville. Faut que je me rende au circuit Gilles Villeneuve. Je sais pas où est-ce que t'allais. Bref, il y a un enjeu de pilotage qui est vraiment, vraiment, vraiment sous-estimé dans l'achat d'un vélo, bref. Puis il y en a beaucoup qui achètent des vélos à 8 000, 9 000, 10 000 piastres sans nécessairement avoir eu d'expérience. Puis que des fois, ils n'ont peut-être pas l'expérience ou ils n'ont pas, mettons, la base nécessaire avant pour être sécuritaire sur leur vélo, pour se protéger eux-mêmes et les autres des fois. Dans tous les programmes, là, si on parle à la FQFC, Fédération québécoise des sports cyclistes, les jeunes, avant d'avoir des compétitions, il y a plusieurs compétitions d'habileté, là, quand ils sont en jeune âge, là, il y a des compétitions genre ramasser des gourdes, passer en dessous d'un limbo, faire des parcours à obstacles. C'est ça qui est la compétition des, des jeunes, c'est d'apprendre des habiletés cyclistes. Parce qu'avant d'aller dans un peloton rouler à 45, faut que tu saches piloter ton bike. Ouais, mais c'est un bon point. J'avais pas pensé à ça. Puis tu vois, c'est transférable dans d'autres sports où tu utilises un outil pour te faire avancer. Ouais. Mettons, moi, je fais de la course de ski de fond. Le nombre de contacts que j'ai évités parce que je sais sauter par-dessus quelqu'un ou je sais faire un side-step ou je suis très habile sur les skis. Mais en vélo, c'est la même chose. Tu sais, un trou, une roche, une auto qui te coupe. Tu sais, le monde qui gagne en vélo, là, si tu regardes des Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel, tout ça, là, ces gens-là, ils ont des skills de vélo qui sont très, très, très avancés. Là. Ces gens-là, ils gagnent des courses parce qu'ils évitent les crashs. C'est ça leur skills. C'est qu'ils poussent fort sur les pédales, mais ils poussent aussi fort sur les pédales qu'ils sont capables de manœuvrer leur vélo. Des fois, moi, je me rappelle, il y a une photo des mardis cyclistes de la Chine, Raphaël Lemieux, une cycliste québécoise qui est avec Specialized. Il y a une photo, là. Il y a eu un crash, puis elle a bunny up par-dessus le gars. Puis la fille est juste dans les airs. Puis, tu sais, c'est une des meilleures pilotes probablement sur le circuit.
sais, c'était fascinant, là, je veux dire, cette personne-là gagne des courses parce qu'elle a des habiletés de pilotage qu'elle a acquis au mountain bike, au BMX, tout ça, qui font que quand elle arrive sur son vélo de route, elle sait manœuvrer son jouet, là. C'est pas juste la personne qui pousse le plus de watts qui gagne les courses. Non, c'est la personne qui va le plus vite puis qui passe la ligne d'arrivée en premier. L'aspect technique. Tu sais, le Tour de France, c'est le meilleur exemple. Je veux dire, pour gagner une course à étapes, t'as pas besoin de finir premier. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point. T'as juste besoin d'avoir le meilleur temps overall. Ouais, c'est vrai. Si t'as une grosse équipe qui te tire tout le long, ben en vélo, c'est pratique. Si on rentre dans les éléments du bike fit, on a comme pas le choix de partir par la selle. Il y a des éléments clés en lien avec la hauteur de la selle, le recul, l'inclinaison. C'est quoi les éléments? J'imagine la selle, c'est souvent l'endroit où vous partez pour positionner le cycliste, puis un des endroits où il doit y avoir le plus d'erreurs de positionnement. À quoi ça ressemble les erreurs fréquentes là, en lien avec la selle? OK, la selle, c'est pas la bonne, elle est trop haute puis elle est trop reculée. Bon, fait que c'est pas la bonne. Comment on fait pour choisir la bonne selle? Mais je veux juste préciser avant que, tu sais, dans le fond, quand on fait le positionnement, on fait toujours des pieds vers la selle. J'appelle ça l'acronyme PSG là, pour nos Français de Paris. PSL Guidon. Ouais, exact. Paris Saint-Germain. OK, oui. Faut les références. Ouais. Mais bref, pied, selle, guidon, effectivement. Puis, tu sais, des fois, je dis que la selle, c'est le plus important. Oui, on peut commencer par ça. On peut y aller dans l'ordre, PSG. Non, c'est correct. Je voulais juste te préciser que j'ai fait des capsules éducatives où j'ai parlé de la selle en premier parce que je dis que j'en parle en premier parce que c'est la chose qui est le plus manquée. Ouais. Fait que si j'ai le choix d'éduquer la population générale, ben c'est sûr que je choisis de leur parler de la selle parce que versus un positionnement de cale, j'ai bien plus de défauts qui sont associés dans ma population clinique avec un positionnement de la selle puis le choix de la selle qu'il y en a avec les cales. Ouais. Donc, première chose, la selle, ben si on veut être assis sur une selle de manière confortable, il faut être assis sur nos os. Ouais. Fait que les os du bassin, qu'on va appeler les tubérosités sciatiques ou les rameaux pubiens, dépendant, tu sais, dans le fond, à partir des tubérosités, on a les rameaux pubiens qui arrivent au pubis. Dépendant la quantité qu'on a d'antéversion, c'est-à-dire de roulade là, vers l'avant, tu sais, est-ce que le guidon il est vraiment bas puis vraiment loin à l'avant? Pardon. Ce qu'on va devoir déterminer, c'est finalement, c'est quoi la largeur qu'il nous faut au niveau de la selle pour s'asseoir sur une surface qui est osseuse. Si on n'est pas assis sur nos os, on va être assis sur des tissus mous. Hommes ou femmes, nos tissus mous ne sont pas faits pour être en compression sur une selle de vélo. 5 minutes pour aller au dépanneur, aller à l'épicerie, ça va. Ouais. Mais si on en fait de manière régulière, les tissus mous ont besoin de ne pas être 100% du temps comprimé. Donc, il faut trouver un appui qui est osseux. Puis pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle un mesure-fesse, c'est-à-dire on ne mesure pas les fesses, on mesure la distance des tubérosités sciatiques. Puis ensuite, on va partir de ça pour déterminer la largeur de la selle. Lorsqu'on a déterminé la largeur de la selle, nous, le processus qu'on emploie en clinique, c'est qu'on va prendre plusieurs selles qui ont, par exemple, une largeur de 150, 155 mm, puis on va asseoir la personne sur cette selle-là. Puis là, juste précision importante, dans le fond, la largeur entre les deux tubérosités va varier, mettons, de 95 à 135 mm. Si tu as 135 mm de largeur de tubérosité, ben, tu ne prends pas une selle de 135 parce que tes ischions vont tomber de chaque bord. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il faut une selle plus large que la mesure des tubérosités osseuses qu'on a choisies parce qu'on veut que les os soient à côté sur la selle. Ouais. Précision très importante. C'est pas genre, je mesure mes fesses puis j'achète une selle de cette largeur-là, elle va toujours être trop Il y a un endroit sur la selle où théoriquement les ischions devraient être à côté, j'imagine, en lien avec le rembourrage ou peu importe. Là. Oui, 100%. La seule chose qu'il faut éviter, c'est de penser que le cycliste devrait avoir à se déplacer à cet endroit-là. Okay. C'est-à-dire que dans le positionnement, moi, mon travail, c'est de m'assurer que tu tombes à cette place-là. T'sais. Instinctivement. T'as pas besoin. Les gens, des fois, ils se cherchent où s'asseoir sur la selle, mais ça, c'est un signe qu'elle n'est pas à la bonne place ou que c'est pas à la bonne selle. Dans un sens. Ouais. C'est tout le temps en train de gigoter, en bon français, c'est tout le temps en train de bouger sur ta selle. Tu vas te retrouver à avoir des problèmes, là, c'est sûr. Fait que, bon, une fois qu'on a fait la sélection de la selle, il faut s'assurer d'avoir une hauteur qui est acceptable. La hauteur, on l'a fait avec l'angle au genou. Comme on a dit qu'on va situer, grosso modo, entre 32 à 40 degrés pour l'angle au genou à la position d'extension maximale de la jambe. Puis finalement, le recul de selle, ben ça va varier. T'sais. Le recul de selle, ça va déplacer le centre de masse du cycliste, soit vers l'arrière si on recule la selle, soit vers l'avant si on l'avance. Mm-hmm. Donc, en triathlon, le centre de masse du cycliste, il va être beaucoup plus avancé simplement à cause de la géométrie du vélo qui est plus avancée. Parce que finalement, on coupe toute la distance de l'avant-bras pour rejoindre le guidon. On va accoter sur les bords. Donc, le recul de selle va être déterminé
En grande partie par l'utilisation puis la pratique. C'est-à-dire que si on fait du mountain bike, par exemple, qui est un des extrêmes du spectre, si on fait de la descente, là, du downhill, du monde qui vont vraiment descendre à très, très grande vitesse, ben eux, le but, c'est de reculer le centre de masse au maximum. Parce que si le centre de masse il est vers l'avant, ils vont passer par-dessus leur bicycle. Fait qu'il y a quelque chose à comprendre dans le fait que le centre de masse du cycliste, qui est relatif à la mesure knee over pedal spindle, qui est comme on ajuste le recul de selle, est relative à la pratique cycliste. Si on est en cyclocross, c'est des courses d'automne, d'entre-saison, avec de la boîte, du franchissement d'obstacles. Ben, dans ce contexte-là, tu ne veux pas non plus avoir un centre de masse qui est trop vers l'avant. Tu veux être capable de faire des bunny up, de sauter avec ton vélo. Donc, on va peut-être se retrouver un petit peu plus en arrière versus le vélo de route compétitif sur de l'asphalte. Par la suite, le vélo de triathlon, où est-ce qu'on va être très, très, très engagé vers l'avant du vélo. Il faut savoir que, par exemple, dans les courses, le cycliste le plus avancé qu'on va voir sur un vélo, c'est le cycliste de triathlon parce qu'il n'est pas légiféré par des règles strictes. Ouais, c'est ça, il y a des règles. Hein, L'UCI, qui est l'Union cycliste internationale, a des règles de positionnement cycliste qui ne permettent pas à la selle d'être devant le centre du boîtier de pédalier. Okay? Habituellement, il faut que la selle soit 5 cm derrière. Dans certaines catégories, on a le droit de déroger à une règle, mais on ne peut jamais, jamais, jamais faire dépasser la selle. Fait que, mettons, sur le Tour de France, ils sont tous régis par ça. Il faut qu'ils fassent vérifier leur bike. Vélo de route est régi, vélo de TT est régi. Tout le vélo est régi. Tout ce qui est sanctionné, puis tu sais, la FQFC ici a régi aussi, là, parce que dans le fond, elle est chapeautée par les instances au-dessus. Fait que oui, là, les règles de positionnement, par exemple, l'inclinaison de la selle, maintenant, on a le droit à 9 degrés, là, si je ne m'abuse. Pas plus que ça. Avant, c'était 4. Mais bref, ça change au fil du temps. Puis, c'est souvent limitant pour les personnes dans le spectre qui sont très petites ou très grandes. Parce que finalement, c'est des règles qui sont bonnes pour le milieu de la distribution de la cloche. Comme puis, toujours. Comme toujours. Les grands oubliés. Les grands oubliés, les extrêmes. Fait que ces gens-là sont moins bien desservis puis on a plus de difficultés à les positionner. Alors que tu une règle peut-être plus égalitaire, plus équitable. J'ai toujours la misère entre égalité et bref. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Je pense que ce serait équitable. Équitable. Égal, ce serait... Égal, c'est ça. En ce moment, c'est égal. En ce moment, c'est égal, mais c'est pas équitable. C'est ça. Fait que le fait, dans le fond, d'avoir une règle équitable, ça serait d'avoir quelque chose comme la longueur des jambes, la longueur du tronc, faire un ratio, finalement, avec la morphologie du cycliste pour que ce soit équitable pour tous. Mais bref, non, on s'embarquera pas là-dedans. Là. Je dois m'arrêter là. Fait que ça, c'est pour avance-recul puis pour la hauteur. Puis... Qu'est-ce que tu aurais à dire, les points clés sur l'inclinaison? Ouais, l'inclinaison, le plus important, c'est que la personne, elle ne devrait pas sentir qu'elle glisse vers l'avant. Puis, c'est aussi simple que ça. Tu devrais avoir 50% plus 1 de ton poids sur tes fesses? Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai dit longtemps. Sauf que le problème avec cette phrase-là, cet énoncé-là, c'est que c'est subjectif. Ouais, c'est ça. Cette sensation-là est tellement différente d'une personne à l'autre que j'ai fini par la laisser tomber parce que j'étais pas capable. Il y a trop de biais dans cette interprétation. T'es pas capable d'avoir une mesure qui est valide ou une façon de l'objectiver qui est valide. Exact. Fait que j'essaie d'utiliser des termes. Est-ce que tu es confortable avec la distribution du poids entre tes mains et tes fesses? Ouais. La réponse est oui ou non. Le pourcentage est très difficile à quantifier. Je veux dire, à la fin d'une ride, tu as peut-être l'impression que tu as trop de poids sur tes mains, mais quand tu es en ma séance de bike fit qui dure 1 heure, tu te trouves correct. Tu sais. Ouais, je comprends. Fait que c'est plus, tu vas y aller avec le subjectivement, est-ce qu'ils se sentent bien distribués en termes de poids? Ouais, puis je laisse toujours la porte ouverte au fait que justement, tu sais, on est ensemble pendant 2 heures. Ouais. Ben, peut-être que dans 20 heures, quand tu vas être habitué à tous ces changements-là qu'on a faits, puis encore une fois, je suis plus précautionneux quand je fais beaucoup de changements pour bien exprimer ça. Mais je leur dis, on va se revoir dans 6 semaines. Okay, dans 6 semaines, tu m'envoies un courriel. Si tout va bien, envoie-moi un courriel pareil, ça me fait plaisir de te lire. Je veux le savoir. Mais si ça va pas bien, ben, ça se peut fort bien parce qu'on a fait beaucoup de changements puis il nous restera du fine-tuning à faire. Parfait. Est-ce que ça complète les points clés pour ce qu'on a parlé de la selle? Ouais. Fait qu'on passe au cal, pédalie. Ouais. Pied. Dans le fond, c'est très simple. Je pense pas que la majorité de l'auditoire, des auditeurs, ont des pédales à clip, c'est-à-dire une pédale avec une déclenche dans laquelle on est fixe. Fait que ça, il n'y a pas vraiment de problème. On devrait s'assurer d'avoir un peu, là, dans le fond, les têtes de métatarse sur l'axe de la pédale. C'est vraiment suffisant.
on parle ensuite des pédales à clip avec vraiment un soulier spécifique avec une cale qui est vissée. Ça a un avantage lorsqu'on commence à faire beaucoup de vélo parce que on a un meilleur contrôle sur finalement notre biomécanique. Il faut savoir que la cale elle a un certain débattement, là, un certain flottement pour la plupart des modèles. Il y a des modèles sans flottement, mais qui ne sont pas utilisés. On n'utilise pas beaucoup ça là, avec notre clientèle générale. Fait que ce qu'on veut faire, c'est finalement mettre l'axe des têtes de métatarse. J'ai de la misère à exprimer ça en langage commun. Ouais, moi aussi. Les gens iront voir sur Google. Là. Tête de métatarse. Ou bien, les petits os dans le pied. Ils là, peuvent en faire avant, positionnement des cales physio-vélo sur YouTube. Ils vont le trouver direct. Ouais, voilà. Mais puis j'ai un dessin là, qui l'explique bien. Mais finalement, ce qu'on va vouloir, c'est que on veut stabiliser le pivot parce qu'une pédale, c'est sur un axe. Fait qu'on veut que le pivot soit stabilisé pour que la poussée soit bien transmise dans la pédale, finalement, pour pouvoir pousser. Puis les particularités, c'est qu'une cale, tu peux les régler dans 3 différents plans. C'est-à-dire qu'on peut faire avant-arrière, on peut faire droite-gauche, latérale, puis on peut jouer un petit peu la rotation. Ces 3 paramètres-là, comparés encore une fois à l'importance de la selle, c'est peu. À moins qu'il y ait une erreur grossière, mettons. Ouais, à moins qu'il y ait une erreur Sinon, grossière, qui soit tuning, super asymétrique, ouais. puis que des fois il manque des vis, ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu par méconnaissance. Ça se peut, mais honnêtement, la plupart du temps, les gens ont l'impression qu'il y a un problème de cale. Puis le problème, c'est que leur selle est trop haute. Ah ouais, je comprends. Je t'explique pourquoi. Le fait que, dans le fond, tu es vraiment haut perché puis que ta pédale est tellement loin de toi, tu as l'impression que tu n'as pas un bon appui. Mais c'est pas parce que ta cale est mal placée. C'est parce que ta selle est tellement haute que tu n'es pas capable de pousser sur le bas de ta pédale parce que ta jambe est bien trop en extension. Ouais. Christina m'avait fait réaliser une bonne manière de le vulgariser. C'est à quel point tu peux être précis avec un pointeur laser si tu pointes quelque chose qui est à 10 mètres versus si tu es en train de pointer quelque chose qui est 30 cm devant toi. C'est un peu la même chose avec ton pied. Si tu veux avoir du contrôle, il te faut ta triple flexion. Il te faut ta flexion de hanche, ta flexion de genou, puis ta flexion plantaire dorsale pour bien contrôler ton appui sur la pédale. Si tu n'as pas ça, puis si tu es en complète extension, c'est très difficile de réussir à pousser puis à sentir qu'on est fort sur la pédale. Fait que bref, souvent c'est un motif de consultation ou c'est quelque chose qu'on va collecter dans le subjectif. Je sens que je pousse pas bien, mon pied il cherche où se placer pour pousser sur la pédale. Puis tu sais, quand on l'évalue tout de suite, la selle, on voit qu'elle est trop haute. Fait qu'on le baisse, puis là, tranquillement, à la fin de la séance, je leur dis tu sais, finalement ta cale, non, je ne sens plus. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça a l'air d'un problème de cale. Le ressenti au niveau du subjectif, c'est un problème de cale, mais finalement, c'est pas ça. Puis tu as parlé de flexion plantaire, flexion dorsale, fait que l'angle au pied, à la cheville. Est-ce qu'il y a une technique qui est préconisée, qui est meilleure? Comment pédaler? Ouais, une comment technique pédaler? Non. En fait, ce qu'il faut... Non. C'est un peu comme la course à pied. Là. Faut pas faire ça. Parce qu'il y a plein de manières de pédaler. Il y a des défauts qui sont engendrés par le positionnement. Fait que des fois, il y a des gens qui vont dire « baisse ton talon. » Mais tu sais, si ta selle est trop haute, là, t'es pas capable. Puis que tu baisses ton talon, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir tellement d'extension puis de tension dans ta chaîne postérieure, puis peut-être que tu vas venir irriter ton périnée. Fait qu'il y a des moments où un cycliste peut pas baisser le talon parce que sa position de selle est trop haute. Et inversement, il y a peut-être le talon beaucoup, beaucoup baissé parce que sa selle est bien trop basse. Fait que tout ça pour dire que on va essayer de refléter au patient que c'est souvent les conséquences d'un positionnement inadéquat. Fait que sa biomécanique s'est adaptée à cette position-là qui était inadéquate. Ouais. La personne n'est peut-être pas blessée. Il ne faut pas corriger quelque chose. C'est un peu comme... Ouais, don't fix it if it's not broken. Exact. Fait que, puis tu sais, des fois, les patients, ils veulent optimiser puis ils sont pas en douleur. C'est des cas de bike fit difficiles, ça. Là. Ils arrivent chez vous, ils n'ont pas de douleur. Ils veulent que tu bouges leur fit. C'est risqué. Fait que, tu sais, honnêtement, souvent, on fait très peu de choses. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, regarde, à l'évaluation objective musculo-squelettique, il y a tout ça qu'on pourrait améliorer. Puis si on améliore ça, ben peut-être que tu vas réussir à augmenter ton volume sur la bike puis tu vas réussir à être plus performant. Ouais. C'est de défaire l'adage que, tu sais, finalement, je vais modifier ta position de bike fit, tu vas devenir plus performant. C'est pas vrai. Si tu veux devenir plus performant, pogne-toi un coach, puis tu sois assidu, puis entraîne-toi comme il faut. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Entraînement, sommeil, nutrition. Tu sais, si t'es pas capable de pousser 300 watts, c'est pas parce que je vais te faire un bike fit que tu vas devenir capable. Non, ouais, faut que tu t'entraînes. Désolé. OK, cool. Fait que les cales, c'est ça. Les cales, dans le fond, c'est les 3 paramètres. Vraiment, la capsule, honnêtement, la capsule YouTube de positionnement de cale, les 70% des clients l'ont fait avant de se présenter en clinique, puis je touche quasiment rien. Ouais, c'est ça. Dans le sens, c'est pas ça qui a réglé le problème. C'est déjà correct, là. Ce que je veux dire, c'est que avec
Tu sais, les gens sont capables de le faire OK, c'est ça que tu veux eux-mêmes. dire, ouais. C'est pas rocket Non, science. c'est pas compliqué. Les gens ont l'impression que le positionnement de cale, c'est comme... Ça a besoin d'être ultra précis, mais à chaque fois que tu marches ou que tu cours, ton pied ne se dépose pas de la même manière. Là. Ton corps est capable de gérer ça. C'est pas... Faut pas que ça devienne anxiogène, là, le positionnement de la cale, puis ça le devient souvent. Ouais. Mais souvent, c'est juste la hauteur de la selle qui n'était pas adéquate. Là. Cool. Cockpit? Guidon? Ouais. Dernière affaire que je voulais te dire par rapport, parce que tantôt tu me faisais flexion plantaire, flexion dorsale, ça m'a fait penser que dans le fond, tu sais, la meilleure manière de pousser sur la pédale là, pour le transfert de puissance, c'est d'avoir la cale, la partie fixée en dessous de ton soulier, à plat. OK. Puis ça... Dans le sens, quand tu dis à plat, tu veux dire parallèle au sol. Parallèle au sol. Ouais, exact. Fait que ce faisant, la manière que la semelle de chaussure elle est faite va influencer la quantité de flexion plantaire ou dorsale. Ouais. Parce que tu as des souliers de vélo qui sont faits. Tu sais, En mettons, angle, tu prends ton soulier, tu le mets à plat, tu mets la cale à plat, puis le soulier va avoir un 15 degrés de flexion plantaire. Ouais. Ben finalement, la personne qui va pédaler avec 15 degrés de flexion plantaire parce que biomécaniquement, en mettant sa cale à plat, son pied a 15 degrés de flexion plantaire. Fait que tu peux pas te fier à l'orientation du soulier par rapport au sol. C'est vraiment la cale sur le soulier, comment elle est orientée. Exact. Fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, quand on va faire les changements de cale, on va mettre le soulier à plat pour mettre la cale à plat. Puis là, la personne, elle réalise que, tu sais, mettons, son ancienne chaussure, sa semelle, elle avait 5 degrés de flexion plantaire. Puis là, sa nouvelle chaussure, elle est faite comme ça. Ouais. Fait que t'as vraiment des formes de souliers d'une marque à l'autre, d'une année à l'autre, d'un modèle à l'autre qui ont un impact sur le positionnement. Puis tu sais, il y a des gens, mettons, qui vont moins bien tolérer ça dans leur mollet. Là. Fait que ouais, bon point. L'équipement a un rôle très important à jouer. Puis tu sais, dernière chose, là, avant qu'on passe au prochain point, c'est que c'est pas parce que tu payes 600$ une paire de chaussures que tu vas être mieux. Là. Il y a ça. La même chose en chaussures de course à pied. Fait que c'est pas... ni pour les blessures, ni pour le confort. Des fois, t'es moins bien parce que cette chaussure-là est faite pour un gars qui va pousser 400 watts. Ouais. Puis lui, il est capable de la déformer, sa chaussure. Mais toi, t'es juste pogné dans une espèce de sabot à pousser 150 watts, puis ça marche pas. Un soulier de briques. Exact. Cool. Cockpit? Cockpit, dans le fond, le cockpit, c'est l'ensemble de la potence, du guidon, des manettes de frein vitesse pour un vélo de route, on s'entend. Donc, le cockpit, ce qui est important de comprendre, c'est que sur un guidon, on devrait être capable d'être confortable dans 3 positions. Ouais. On devrait être capable d'être sur notre guidon droit en haut quand on veut relaxer. On devrait être capable d'aller sur nos cocottes dans une position de poignée de main, okay, dans une position de handshake. Puis on devrait être capable d'aller dans nos drops, dans nos cornes en bas. Et dans cette position-là, on devrait être capable d'atteindre nos freins. Okay, super important. Relativement facilement. Ouais. Dans le sens où on ne devrait pas avoir à reacher plus loin en avant à chaque fois qu'on veut freiner ou changer de vitesse. Non, exact. Parce que, tu sais, je veux dire, en situation d'urgence, tu as besoin de ça rapidement. Fait que ça, là, déjà, si tout le monde avait ça, j'aurais beaucoup moins de travail. La majorité du temps, on va devoir jouer avec la rotation, repositionner, enlever la guidoline pour repositionner nos manettes de frein vitesse. Donc, on pourra regarder ton vélo après la séance. Ouais, on regardera ça. Que je te fasse mes petits commentaires. Tu pourras créer du contenu sur ton vélo. C'est bon. Mais ça, c'est le cockpit, dans le fond, c'est ce qu'on va faire en dernier. Parce que si tu places pas bien la selle, c'est difficile de mesurer à quelle distance il faut que ton cockpit soit. Fait que c'est pour ça qu'il y a un ordre, il y a une procédure, parce que maintenant, tu veux pas revenir en arrière. Honnêtement, 2 heures, ça a de l'air long, là, mais on est tout le temps flash. Ça passe vite. Ça passe vite. Donc, le cockpit, il existe des formes de guidons qui sont... Maintenant, on est chanceux, là, on va appeler ça des guidons de géométrie compacte qui font vraiment la job pour pas mal tout le monde. Là. C'est-à-dire des guidons qui sont pas trop creux, qui sont pas trop profonds, qui vont être confortables pour les mains. Dans les années 95, 2000, 2005, il y avait des guidons qui étaient très, très profonds. Bref, c'est pas tout le monde qui a la mobilité pour utiliser ça. Fait que nous, ce qu'on va faire quand on va évaluer le cockpit, c'est qu'on va vouloir justement aller chercher, comme on dit tantôt, tu sais, l'angle entre le bras, l'épaule là, et le tronc. 90. On va essayer d'avoir autour de 90. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ça, mettons, si t'es assis... Ouais, ça va être difficile pour les auditeurs. Hein, les gens iront voir en vidéo. Ils iront voir la vidéo. Mais si t'es assis sur ta selle, puis finalement, t'as une position plus Bixi, OK? Ouais, si tu relevé, là, le tronc plus perpendiculaire par rapport au sol, tu veux pas un 90 degrés à l'épaule. Ouais. Fait que plus ton tronc se relève, plus tu te relèves sur ton vélo, plus ton angle à l'épaule va se fermer. Ouais. Comme en vélo de montagne. Fait que ça va être un angle plus petit que 90. Exactement. Fait que juste apporter cette nuance-là parce que, tu sais, si t'es en sinon, le guidon, devant ton menton. Sinon, tu t'achètes un Harley, OK? Ouais. C'est ça qui arrive. Bref, juste petite nuance. Fait que ce qu'on va essayer, c'est d'avoir la position de
handshake, fait que d'avoir la position sans déviation ulnaire radiale. On va essayer d'avoir notre coude qui n'est pas en extension, qui est juste un petit peu débarré, puis on va essayer d'avoir notre angle à l'épaule. Ouais. Mais à 80-85, on fit plein de monde à 80-85 d'angle à l'épaule. Ça, petite parenthèse là-dessus, là, s'il y a une chose que je remarque chez les gens quand je me prenais en vélo en ville, c'est que les gens sont tout le temps... Il y en a beaucoup qui sont en extension de coude complète, voire hyper extension. La majorité des gens sont trop longs. Ouais. Sont trop longs. La distance entre les mains et les fesses est trop longue. Fait que j'imagine que ça a un impact sur l'absorption des chocs puis juste sur l'utilisation qu'on fait de l'articulation dans une position prolongée. Ouais, puis sur le pilotage. Ouais. Comment tu vas être bien pour piloter si t'as pas ton angle au coude? T'es pas capable d'utiliser ton bras de levier si t'as pas ta flexion. C'est comme la jambe avec le pied. Ouais. C'est ici que t'es fort. Ouais. Pas là. Non, effectivement. Ça va être difficile à comprendre pour les auditeurs. C'est légèrement le coude plié, marge de manœuvre, confort. Finalement, tu as besoin d'avoir la flexion dans tes articulations pour pouvoir bien les utiliser parce que tes groupes musculaires, ils fonctionnent pas bien en pleine élongation. Ouais, exact. Ils fonctionnent dans le milieu du range. Ouais. Fait que là, on a parlé du reach. Si on regarde, mettons Peter Sagan, Mathieu Van Der Poel, regarde-les toutes, là, eux là, qui font des manœuvres sur leur bike, il n'y a personne qui est en overreach. Il n'y a personne qui est trop loin. Parce que justement, ce qui fait qu'ils sont capables de faire un bunny up, c'est qu'ils sont proches et ils sont capables de tirer sur ils ont cette marge de manœuvre là. Encore plus en vélo de montagne. Les gens qui sont bons en vélo, ils font pas juste du vélo de route, ils font tous les types de vélos. Si tu fais du BMX, là, t'es probablement un des meilleurs pilotes parce qu'il faut que tu sautes, c'est comme... Tu comprends aussi la mécanique de comment faire lever ton vélo, comment le manœuvrer. Puis tu sais, ces gens-là en BMX, ils poussent 2000 watts au départ pendant 10 secondes, ce qui est comme absolument incroyable. C'est juste 2 chevaux vapeur, mais 2000 watts sur un vélo, c'est énorme. Puis après ça, ils font... C'est fou quand tu penses à ça, cette épreuve-là. Là. Pour être aux Olympiques, il faut que tu pousses 2000 watts pendant 10 secondes. Puis là, tu fais 4 sauts. Tu repousses 2000 watts pendant 3 secondes, tu fais 4 sauts, puis pendant ce temps-là, il faut que tu pilotes, il faut que tu évites les autres qui tombent. Tu sais, c'est incroyable comme discipline. Fait que si t'es capable de... Souvent, les meilleurs pilotes, ben c'est ça, c'est des gens qui ont des aptitudes dans toutes les disciplines. Fait que quand tu les vois faire du vélo de route, t'as l'impression qu'ils sont donc ben bons, mais c'est parce que tous les skills, ils les ont acquis dans d'autres disciplines. Ben, ça fait penser à ski de fond, là, les Européens, c'est les meilleurs, puis eux, ils sont habitués de skier sur des trucs tout mal tracés. Puis, tu sais, les Canadiens, eux, sont habitués d'avoir juste des super belles tracks. Belles tracks. Fait que quand ils arrivent, c'est la Coupe du Monde, puis qu'ils ont tracé genre dans le milieu d'un champ, puis qu'il y a du sable de chaque côté. Les Norvégiens, là, eux, ils s'en foutent, là. Sont habitués de skier dans pas de traces. Là. Exact. Fait que, voilà. Exact. C'est ça. La performance, c'est à quel point t'es complet dans ton sport. C'est versatile. Faut que tu sois versatile. La journée qui pleut, là, faut que tu saches faire des virages à haute vitesse dans la pluie. Là. Ouais. C'est comme les pilotes de F1. Là. Tout à fait. Les meilleurs, c'est ceux qui pilotent bien dans toutes les conditions. Ouais. Fait que angle au tronc, coude légèrement en flexion. Position du poignet aligné neutre, fait que pas trop en arrière. Ouais, comme une poignée de main. C'est ça. Ouais, exact. Autre chose? Non, c'est tout. C'est tout. Puis ce que tu disais là, tantôt, tu sais, faut avoir un accès au frein. Ouais. C'est une erreur que tu vois souvent, j'imagine. Dans le fond, c'est le positionnement de la manette de frein sur le guidon. Le levier, oui. Sur la cocotte. Parce que le levier, souvent, tu es capable de... Il y a une vis d'ajustement qui permet de rapprocher le levier. Ouais. Sans changer ton... Bref. Sans changer la rotation du guidon. Si les gens cherchent là, sur Internet, tu peux... Parce que dans le fond, la vis est toujours cachée à un endroit différent d'un modèle à l'autre. Fait que tu écris, tu sais, mettons, un Shimano 105 2014, Reach Adjustment Manual, puis là, tu vas trouver où ta vis d'ajustement. À partir de 2015, il y en a pas mal sur tous les modèles. Ils sont tous en ligne. Campagnolo, il a attendu à 2019, là, mais sinon, tu as toute une vis quelque part qui peut t'aider. Très cool. Autre chose à dire sur guidon, cockpit de points clés? Ça fait le tour. Il y a tellement de choses à dire. J'essaie de résumer. On a quand même les points les plus importants. Oui, exact. Tout ce qu'il faut pour faire de base. Là. Fait que... Sinon, les gens peuvent aller sur... Ouais, effectivement. Tu sais, on a fait 210 vidéos sur YouTube, puis on va continuer à en produire 200 autres. Ouais. Tu fais jamais le tour, là, parce que... Non, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, les gens commentent sous la vidéo, puis sont comme, moi, j'ai tel problème. Vous n'avez pas parlé de ça. Ah ouais, c'est bon. Prochain contenu. Ouais, effectivement. Je veux qu'on fasse, pour conclure, une petite série en rafale. Fait que, mettons, on passe les problèmes les plus complexes, puis tu me dis, mettons, de toi, avec ton expérience clinique, c'est quoi... Combien de temps tu me laisses? 1 minute pour chaque? Bon, donne-moi un défi, là. On est là. Donne-moi un défi. OK, 30 secondes à 1 minute par point, OK? Fait que tu dis les erreurs de positionnement les plus fréquentes pour les problèmes que je te nomme. OK. C'est bon? Je check mon chrono. Parfait. Fait que douleur au périnée ou plaie-de-ciel? Selle trop haute, selle trop étroite, selle trop reculée. C'est ça.
Fait que la selle. 7 En secondes. lien avec la selle. Ouais, pas mal. Cool. Ben, oui, je pourrais Et on regarder. peut Mais compléter, il me reste là, du temps. ben oui, Mettons, s'il y a des éléments importants, on y va. utilisation d'un chamois, Ah ouais, vas-y donc. un cuissard. Ouais, OK. OK, un cuissard, idéalement sans sous-vêtements. Ouais, Des fois, il y a des gens qui aiment ça utiliser des sous-vêtements sans couture. ouais. C'est peut-être la seule option. Parce que t'as la friction Exact. entre le Il me reste 3 sous-vêtement. secondes. Crème de chamois à utiliser si tu fais plus que 2 jours d'affilée de vélo. Ah Crème ouais, de hein? chamois qui est un lubrifiant hydratant pour l'entrejambe. Oh, OK. Ouais. Intéressant. Ah, c'est ça. Ça se vend-tu en genre de... Ça ressemble à un déo, là? Ça ressemble un à- déodorant? Ça, Genre de c'est bord. du body glide Ok. pour genre enfiler ton saut de triathlon puis l'enlever. Moi, je te parle de crème de chamois. Chamois butter. OK. Crème de chamois qui est plus comme un type de dentifrice. Ouais. Puis c'est un hybride, c'est ça, entre c'est pH neutre pour l'entrejambe, Mhm. hydratant, un petit peu lubrifiant. Fait que comme ça réduit la friction à l'entrejambe. N'importe qui a fait Montréal-Québec, là, en 1 ou 2 journées, en a mis. Ouais. En tout cas, j'espère. Sinon, ils sont chez nous. OK, super. Excellent. Engourdissement au niveau des mains ou des doigts. Ouais, ça, c'est super intéressant. J'ai encore, dans ma formation des nouveaux physios, c'est toujours ma question piège, la selle. Si ta selle est inclinée vers le bas, tu es tout en train de glisser, tes mains, ce qui te servent, c'est de te retenir de tomber vers le guidon. Fait que quand les gens ont des problèmes au niveau du guidon, qui ont des douleurs, ils devraient s'assurer d'être bien assis sur la selle puis de ne pas glisser sur leur selle. C'est la première chose. Après ça, tu viens stabiliser le guidon. Mhm. Mais si tu assesses pas la selle puis tu fais juste remonter le cockpit, tu bouges les affaires, mais que tu es encore sur une glissade, tu sors pas de ton problème. Puis Ouais. 90% du temps, c'est ça. Puis si on sort du posite puis on pense à musculo-squelettique, ben n'importe quoi qui est en lien avec le positionnement du cou, mobilité des nerfs, Ouais. antécédents de Exact. problématiques avec les nerfs. Puis c'est là que l'évaluation pré-positionnement va vraiment nous aider. Ouais. Genre, as-tu des engourdissements quand tu travailles à l'ordi, quand tu dors, tout ça? Ouais. C'est toutes des clés de diagnostic. Excellent. Douleur au cou, à la nuque. Trop de... La différence de hauteur entre ta selle et ton guidon. Ouais. Fait qu'une position trop agressive, une posture trop souvent, là, justement, on accumule posture assis devant l'ordinateur, plus vélo, plus j'écoute la télé le soir, puis quand je me couche, je dors sur le ventre, puis La tête vers l'arrière. rotation, extension, bref, etc. Fait que ça, c'est sûr que le coup, il faut bien l'évaluer en dehors du bike. Position de sommeil, c'est tout le temps la question qu'on pose aussi. Ouais. Fait que sur le bike, avoir une casquette, Parce que ça Parce cache que- ta vision. parce puis- que tu es ouais. obligé de faire de Ou l'hyperextension. Des lunettes avec un trop grand. Un gros, ouais, Un exact. trop grand, voyons. Exact. Cadre, frame. C'est pour ça que j'ai mes lunettes LED en tout temps. Ouais, Il y a ah, pas c'est de- bon, c'est Il n'y a bon. pas de frame en haut. Ouais, c'est ça. Fait que ça résume pas mal. Puis, tu sais, l'inclinaison de la selle, tout ça, ouais, ça peut. Ça, il y a un lien, tu sais, les gens qui ont des foyers progressifs dans leurs lunettes, puis mettons qu'à l'ordi, ils ont mal au cou parce qu'à cause de leur foyer, il faut tout le temps qu'ils lèvent le menton pour bien voir. Ouais. Puis là, ils se retrouvent dans une position de fin de mouvement dans l'extension du cou. Ouais. Ben, il y a un peu ce parallèle-là avec soit la casquette, soit le frame de ta lunette qui Ouais. fait que tu as besoin de sortir le menton pour mieux voir. Ouais, en vieillissant, je sais que ça va m'arriver. Merci de m'y avoir fait penser. On s'en reparle dans 30 ans. Good. Fait que ça, c'était douleur au cou. Douleur au bas du dos, qui est une raison fréquente de consultation. Ouais, ça, on a beaucoup d'évaluations à faire off the bike. Ouais. Fait que, tu sais, des segments qui sont hyper mobiles, ils bougent trop à un endroit, ils sont trop raides à un autre. Sur le vélo, là, il faut comprendre que ce qu'il faut être fort au niveau du tronc, il faut être fort en anti-rotation. Fait qu'il faut que tu sois capable de rester stable pendant que tes jambes ils bougent, puis que ton guidon, tu peux tirer dessus. Fait que de la force anti-rotatoire, les gens ils n'ont jamais travaillé ça en Ouais. général, à part s'ils ont eu un programme spécifique d'entraînement. Ça vient de Yannick Morin à Laton, le préparateur physique justement de l'équipe au Québec. Ouais. Fait que dans le fond, la force anti-rotatoire, la stabilité au niveau rachis, au niveau des segments, où est-ce qu'on va chercher le mouvement, où est-ce qu'il n'y en a pas assez. Sur le niveau du bike fit, c'est celle trop haute, mais celle trop basse aussi. Parce que si ta selle est trop basse et que tu as un manque de mobilité à la hanche, c'en est un autre. Mais bref, tu vas avoir beaucoup de flexion latérale au niveau du rachis. Imagine à 90 RPM, tu fais 3 heures de bike, Ouais. 5400 fois à l'heure, fois 3 heures, 15 000, 16 200 fois. Tu fais de la flexion latérale. Fait que ça, c'est les gens que quand tu regardes de derrière leur bassin, Gigotent. ils basculent Ouais. de haut en Puis il y en bas a de qui chaque gigotent qui ont côté. pas mal, là, on est d'accord. C'est pas Effectivement. c'est pas mauvais. Non. Mais si j'ai quelque chose à dire par rapport à cause possible, ça serait ça. Une selle trop étroite, si t'es pas assis sur tes os, tu vas gigoter. Avoir mal au périnée, ça va te donner souvent Mhm. d'autres Inconfort. problèmes parce que là, tu essaies de compenser de manière sans t'en rendre compte, là, finalement inconsciente, tu vas essayer de bouger sur ta selle, puis ça va être difficile. Ouais. Trop de cockpit drop, trop de cockpit reach, fait que le guidon trop loin, trop bas.
mauvaise selle trop haute, selle trop reculée. C'est ça. Cool. Il en reste 2. Engourdissement au pied. Pied-orteil. Ouais. Les souliers, tu vois, au début, je pensais que les souliers trop rigides, c'était une cause. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec des amis podiatres là, de la clinique podiatrique familiale de Boucherville, Noémie Marcelet et Arnaud Vouligny. Ça fait un petit bout qu'on collabore ensemble. Puis tu sais, le fait que le soulier soit trop rigide, c'est pas nécessairement un problème. Le problème, c'est qu'il est souvent trop étroit. Fait qu'à l'avant-pied, les souliers de vélo, c'est fait très, très étroit. Puis on n'est pas en train de faire de l'escalade avec un crampon d'escalade qu'on enlève entre chacune de nos montées. Fait qu'un soulier devrait épouser la forme du pied, grosso modo. Tu sais, c'est un conseil super simple, mais extrêmement difficile à atteindre quand on magasine des chaussures de vélo, parce qu'il y a des tendances dans l'industrie que plus c'est rigide, plus c'est performant, mais si c'est pas la bonne forme, puis si la semelle épouse pas bien la forme du pied, si la cale est mal positionnée, on peut se retrouver avec ça. Si la selle est trop haute, puis qu'on a une mise en tension au niveau neural, avec quelqu'un qui a un SLR positif à X nombre de degrés, ben les engourdissements au pied, ils peuvent venir d'une chaussure trop étroite, un soulier qui est trop serré, les fameux boas que les gens aiment serrer. Les pieds ils grossissent là, sur 3 heures de vélo quand il fait 35 degrés dehors. Fait qu'il faut peut-être desserrer. La chaussure trop étroite, le soulier trop serré, la hauteur de selle trop haute, des antécédents au niveau neural. Voilà. Puis SLR, pour les gens qui sont pas dans le milieu, c'est le fameux test que les physios ils font. Quand tu es couché sur le dos, on lève la jambe puis on regarde c'est quoi la quantité de mobilité. Fait que tu sais, pour réussir à faire du vélo là, sur une position là, de route, là, on espère avoir un 60-70. Est-ce que tu dis encore ça que normalement, t'aimes ça quand les gens sont capables de toucher leurs orteils, de se pencher vers l'avant sans plier les genoux? Oui, parce que c'est facile à comprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas complet comme explication. OK. Mais c'est une façon botchée de dire que si t'es capable de faire ça, il y a des chances que... Tu sais, là, t'as dit ça vite, mais tu sais, moi, je pense pas que c'est botché parce que c'est une manière d'introduire l'éducation. Par rapport au prérequis. Fait qu'après ça, je leur dis, regarde, t'es pas capable de te plier en deux. Puis il faut que tu le fasses sur ton vélo. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de comment on peut y arriver. Mm-hmm. Peut-être qu'on va mettre une position moins agressive sur ton bike le temps que tu travailles en dehors de ton vélo les composantes qui te permettraient de plus te plier en deux parce que toi, tu veux avoir de l'air de X, Y, Z sur ton vélo. Puis si tu es capable d'atteindre tel degré dans mes tests, ben ça me fera plaisir de... Fait que toi, tu dis 60 degrés. Fait que coucher sur le dos, SLR, c'est-à-dire on lève la jambe, le genou droit, on voudrait avoir 30 degrés entre la table et la jambe. Excuse-moi, 60 degrés. Ouais, c'est beaucoup, là. Ouais, effectivement. La majorité des gens n'ont pas ça, je pense. Puis ça, c'est parce que les gens s'achètent des vélos de compétition. Les gens appellent ça... Tu sais, j'ai lu un article l'autre fois, puis ça disait « Arrêtez d'appeler ça des vélos de route. » C'est pas des vélos de route, c'est des vélos de course. C'est des vélos du Tour de France. Je comprends. C'est pas vrai que toi, tu décides de jour au lendemain de faire du vélo, là, puis que ton vélo, pour t'introduire à la pratique cycliste, là, c'est un vélo à 5000$ que le gars du Tour de France roulait il y a 15 ans. Ouais. Il y a 5 ans. Là. C'est un vélo de course. Faut que tu aies un corps de course dans un sens. C'est comme un peu ça l'assumption, c'est un peu ça la prémisse. C'est que pour rouler ces vélos-là, il faut des prédispositions pour pouvoir en profiter. Fait que, tu sais, puis là, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis dans la trentaine, puis là, je jase avec du monde de tous les âges. Puis, tu sais, tranquillement, le chemin se fait parce que là, tranquillement, la mode du vélo de gravel, le vélo de plus en plus polyvalent, les pneus plus larges, les géométries plus décontractées, les gens se rendent à l'évidence. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est peut-être pas un vélo de route, c'est plus type endurance. Puis, vu que je vais faire de la gravelle une fois par une sortie sur 10, je pense que je vais me prendre un vélo avec une géométrie plus relâchée. Ouais. T'es comme, oui, parce que genre, ton SLR est juste mauvais, puis t'es vraiment plié en deux, là, tu sais. Ouais, mais c'est bien correct, parce que le but de faire du bike, c'est d'en profiter. Il faut juste considérer les objectifs. Ah, exact. Puis ça fait partie du questionnaire qu'on envoie, motif de consultation, objectif personnel, tout ça. Des gens qui. C'est ça. Ça, c'est la prise en charge, savoir être là en physio. Ouais, cool. Dernier point, douleur au genou. Là, ça peut être varié selon. Ouais, c'est énorme, là. C'est t'sais. énorme. Fait que si on prend l'évaluation off the bike, bien vite, tu sais, là-dessus, je veux dire, mettons, là, je vais plugger une affaire, mais tu sais, dans nos formations en ligne, les douleurs au genou, c'est un chapitre au complet. Là. Ouais. Fait dans le monde de la physio, c'est un gros chapitre. Là. C'est ça. Fait que si on pense à l'évaluation off the bike, mettons t'es cycliste, ben il faut que tu aies un contrôle, grosso modo, pas pire. Faut que tu sois capable d'avoir un équilibre unipodal sur une jambe qui est stable, avec pas trop... Certaines habiletés de base. Certaines habiletés de base. Puis quand les gens sont pas bons là-dedans, moi j'essaie de leur refléter que c'est une bonne affaire parce que c'est tellement facile à améliorer. Ouais. Tu sais, tes douleurs au genou, là, réussir à faire 1 minute sur une jambe, après 3 semaines, là,
grosso modo, tout le monde est capable. Ouais. Ben, En s'entraînant. En s'entraînant, Ouais, c'est quelque chose... chaque jour. Tu sais, quand on était jeune, dans le cours d'école, on jouait au ballon chasseur, on avait bien plus de littératie motrice, comme un de mes amis dirait. On a bien plus de littératie motrice quand on est jeune parce qu'on le challenge tout le temps. Puis en vieillissant, on n'en a plus. C'est pour ça que ça revient aussi au pilotage de vélo. Bref, là, on va faire une longue parenthèse. C'est sûr que je rentre pas ça en une minute, mais des douleurs aux genoux... Mettons positionnement... Ben, tu sais, c'est parce que je veux pas tout de suite rentrer dans le positionnement parce qu'il faut pas assumer que c'est juste ça, tu sais. Souvent, les douleurs aux genoux, mettons, les gens ils ont mal après ça qu'ils descendent des marches d'escalier. Syndrome fémoro-patellaire, manque de contrôle moteur, le timing de contraction entre l'ischio puis la fesse au niveau de l'extension de la hanche. Il y a plein de choses qu'il faut évaluer. Quand les gens ont juste mal sur le vélo, ça ne nous empêche pas de les traiter en dehors du bike parce que souvent, c'est d'autres choses là, qu'il faut réussir à travailler en dehors du bike pour que l'acquis se transfère sur le vélo. Ouais. C'est difficile consciemment sur le vélo de dire « Ah, je vais forcer avec mes fesses. » Ouais, non, effectivement. En course à pied, « Ah, je vais penser à forcer avec mes quads. » Ouais. Non, man. Tu vas gérer les voitures, tu vas checker ta montre, tu vas gérer ton hydratation. C'est un peu utopique de penser que tu vas penser à comment tu cours 100% du temps. Ouais. Fait qu'il y aurait, mettons, juste penser à tout ce qui est musculo-squelettique pour le genou. Ouais. Il va falloir que je fasse un épisode là-dessus éventuellement, douleur au genou. Douleur au genou, ouais, c'est super intéressant d'avoir justement de refléter ces prérequis-là. Puis une fois qu'on embarque sur le vélo, ben ce qui est intéressant, c'est que dans la c'est pas de la littérature scientifique, mais mettons dans ce que tu peux trouver sur Internet, le fait d'avoir une selle trop basse, c'est communément, mettons, tu as douleur au genou, ta selle est trop basse. Fait que là, les gens, ils montent leur selle. C'est ça quand les gens ils cherchent douleur au genou. C'est ça qu'ils trouvent, OK? Fait que là, ils montent. Sauf que s'ils n'ont pas de contrôle moteur, ils sont rendus tellement loin qu'ils n'ont plus de contrôle sur ils n'ont plus de contrôle sur leurs genoux. Puis là, ils ont plein de problèmes. Mais dans le fond, une selle trop haute, une selle trop basse, dans les deux cas, tu peux développer des pathologies au genou qui vont peut-être être un petit peu différentes. Les douleurs ne seront pas localisées au même endroit. Puis c'est pas vrai qu'une douleur derrière le genou, c'est juste une selle trop haute. Là. Ouais, trop d'extension. Si tu as un SLR positif, si tu as des signes neuro, là, ben, faut que tu traites ça. Là. Ouais, effectivement. Bref, fait que c'est ça. Fait que selle trop haute, selle trop basse. Des fois, une largeur de base de... Là, c'est plus geek, mais une largeur de base de support plus ou moins... Tu sais, mettons, quelqu'un qui est très costaud, qui n'a pas beaucoup de mobilité à la hanche, puis qui n'a pas de rotation interne, ben tu vas essayer de décoller ses pieds au maximum du cadre du vélo parce que tu veux réussir à accommoder sa position naturelle versus quelqu'un qui est très petit, quelqu'un qui est très menu. Lui, peut-être qu'il va préférer avoir les pieds collés sur le cadre. Puis s'il est sur un mountain bike ou un fat bike, ben ce bicycle-là, il est très, très large au niveau du boîtier de pédalier. Fait qu'il y a tout ce range-là de compréhension de la largeur de la base de support chez le cycliste parce qu'on est pris avec le matériel qu'il apporte en clinique. Positionnement des cales, il faut être sûr d'avoir la cale au bon endroit pour justement stabiliser le pivot. Sinon, la personne elle a peut-être de la misère à stabiliser son appui sur la pédale. Parce que ton mollet ne peut pas compenser la force de ton quad, puis de ton fessier, puis de ton ischio. Non, c'est ça. Mané, lui, tout doit travailler ensemble. C'est un stabilisateur du pivot, là, mais la force qui arrive d'en haut là, de tes gros groupes musculaires, si ta cale est mal placée, puis tu fais des 3 heures de vélo avec une intensité très élevée, il va falloir que ta cale soit... Plus tu es rendu dans du haut niveau, finalement, plus tu as besoin de fine-tuning. Les gens peuvent retenir ça. Ouais. Plus que tu es rendu dans de la performance, dans de l'entraînement sérieux, plus dans le fond, tu es vraiment sur la corde raide de la capacité d'adaptation de ton corps. Fait que là, le positionnement cycliste prend une importance encore plus grande. Ouais. Fait que au niveau des douleurs aux genoux, c'est ça. Celle trop haute, celle trop basse, trop reculée, trop avancée. Ça peut être tout, finalement. C'est comme un peu... c'est beaucoup très individuel. Ouais, beaucoup plus complexe que ce qui est reflété quand tu fais Cycling Knee Pain sur Google. Ouais. Good. Si les gens veulent en savoir plus, il y a tout plein de ressources que vous avez en lien avec le Bike Fit, en lien avec l'éducation chez les cyclistes. Fait que là, c'est le temps de plugger ça, de dire où est-ce que les gens peuvent vous suivre, avoir des capsules d'infos éducatives et tout ça. Ben, je pense que le fait qu'on ait une chaîne YouTube gratuite avec plus de 200 vidéos, je pense que c'est 210 en ce moment, on en sort un par semaine. Ouais. Moi, cette année, c'est la première année que j'ai engagé un producteur vidéo. Fait que, parce que ça demandait beaucoup de travail. Toutes les premières années, je les ai faites moi-même. Ouais, je sais. Fait que là, maintenant, réussir à en faire un par semaine, c'est mon challenge, mais j'ai la chance de... La business roule assez bien pour que je puisse dégager de l'argent que je peux mettre dans... Parce que nous, l'éducation, dans le fond, c'est simple, c'est éducation-innovation. Fait que, on fait un travail qui est quand même innovant dans la sphère de la physiothérapie puis dans le bike fit en tant que tel.
Puis on fait l'éducation. Fait que l'éducation, depuis le jour 1, ça a été le but, tu sais, finalement, les réseaux sociaux, ça a été juste ça. Ça a été de faire de l'éducation. Là, maintenant, on s'en vient en anglais. On fait de l'éducation en anglais depuis cette année. Ouais, j'ai vu ça sur Instagram. Ouais, t'aimes-tu mon accent? J'adore. Les gens, ils pensent que je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah ouais, hein? On m'a dit ça. Mais il faut que je continue de pratiquer mon accent. Je vais essayer de faire toutes les Ouais, c'est parfait. Ça. toutes les régions du monde. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, là, veut pas, on a quand même atteint, je sais pas moi, 50 000 personnes en français. Puis, tu sais, là, veux pas l'anglais, si on veut réussir à atteindre un auditoire encore plus grand, nous, on est rendu là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont unilingues francophones qui trouvent ça un peu dommage, mais pour nous, l'opportunité d'éduquer est trop grande pour passer à côté de l'anglais. Puis tu sais, c'est pas parce que je tripe sur faire les capsules en anglais, là, je suis vraiment stressé quand je le fais, puis je suis pas 100% satisfait de ce que j'ai de l'air puis de ce que je dis. Là. Mais je sais que je dois passer par là parce que si tu regardes si les gens veulent rire un bon coup, ils peuvent aller voir mes premières vidéos YouTube. C'est quand même assez drôle, je sais pas si tu l'as fait. Non, les premières. Regarde la première. Pas, regarde la première. Okay. Regarde la première, tu vois, c'est très, très d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais après le podcast, on le refait, mais en anglais. OK. Vraiment pour ma communauté. I'm ready for it. I'm ready for it. Good. Fait que Physio Vélo sur YouTube, Facebook, Instagram. Votre site web. Puis tu sais, ce qui est cool, c'est que maintenant, en ayant une équipe, là, tu sais, on a les mèmes, les mimes du vendredi, ça fait 10 semaines qu'on le fait, puis tout le monde m'en parle, je suis comme... Good, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est cool. Ma physio Ariane. Puis les publications sur les réseaux sociaux, les gens sont comme hey, t'es vraiment plus présent depuis 4 mois. Ah, je commence ça aussi, c'est pas moi, ça c'est Virginie qui s'en occupe. Très cool. Fait que tu sais, d'avoir la force d'une équipe, c'est difficile, là, tu sais, vivre la croissance d'une entreprise, là, tu sais, on est en démarchage pour d'autres physios, une secrétaire, c'est vraiment compliqué à gérer, je trouve. C'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école. Mais ce qui est trippant, c'est d'avoir la force du nombre. Que là, tout le monde a ses forces. Là, tu dis, OK, tu sais, je trouve ça vraiment le fun que les gens ils me disent, en ce moment, ce qu'ils trouvent le plus hot, c'est tout ce que je fais pas. Ben, tant mieux. Je suis comme, les vidéos sont bonnes, ben c'est parce que c'est pas moi qui. C'est ça. C'est le fun. Très cool. Fait que les gens vont pouvoir retrouver ça, puis je pluggerai ça dans les petites notes puis dans les publications pour que les gens puissent avoir accès facilement. C'est gentil. Félicitations à toi pour ton podcast. Merci, c'est vraiment un accomplissement d'être constant comme ça. Là. Je sais tout le travail que ça représente, puis c'est un nice setup, t'es bien préparé. Merci, puis merci d'avoir participé. Au plaisir de s'en parler. Il va falloir faire un follow-up sur le projet de recherche éventuellement. Fait que on se reparlera de ça. On pourrait venir avec, si tu veux faire le projet de recherche, il faudrait qu'on vienne avec Simon parce que j'ai pas l'impression que j'ai tout ce qu'il me faut pour bien exprimer. Simon, c'est un habitué, fait qu'il viendra. Super. Good, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis. Ciao.